Alors, Franck, Jean-Claude et Julien, bienvenue dans Varions les éditions en live. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous rencontrer même, puisqu'on ne s'est jamais vu encore. Est-ce qu'on peut commencer par, alors Franck ou Jean-Claude, je ne sais pas qui veut commencer pour présenter la maison et surtout l'organigramme, voir avec qui vous travaillez, si vous pouvez vous préparer ça. Allez, Jean-Claude, la parole est à toi. Bonsoir à tous et puis merci de nous recevoir sur Zoom, puisqu'il faut dire comme ça. En fait, la maison d'édition part d'un peu loin, si j'ose dire, puisqu'à l'origine, nous sommes avec ma femme qui est coréenne, professeure à l'université d'Aix-Marseille, où nous enseignons le coréen, que ce soit la langue ou bien la civilisation. Et dans notre travail d'enseignant-chercheur, nous avons une nécessité de faire de la recherche, ce que nous faisons en littérature, et bien évidemment, nous avons mené nos travaux de recherche en littérature coréenne. Et puis, travaillant sur cette question avec de nombreux étudiants, alors au début un peu nombreux, après c'est un peu plus difficile parce que la littérature et les étudiants, ça reste un défi, on s'est posé la question de parler de la littérature coréenne, mais sous forme un peu, en quelque sorte, promotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas en parler de manière académique, puisque là, on avait nos travaux académiques pour parler de cette question. On voulait créer une revue sur Internet d'abord, qui s'appelle Kelmadan, qui s'adresse au grand public, où nous faisons pour beaucoup de la recension d'ouvrages parus de tous les éditeurs, puisque à cette époque-là, nous sommes en 2009 et la maison d'édition n'existe pas. Et puis, faisant cette revue avec des contributeurs étudiants, des collègues, nous-mêmes, etc., on s'aperçoit que dans l'année de création de la revue, il se publie en France 10 ouvrages de littérature coréenne. Et on se dit, effectivement, avec 10 ouvrages, on n'arrivera pas à tenir une année pour parler de ça, sachant que déjà dans un numéro, on peut parler de ces 10 titres. Alors on s'est pris au jeu et on a dit, ben, puisqu'il ne se publie pas assez de littérature coréenne, eh bien on va monter une maison d'édition. Et c'était donc un acte tout à fait volontariste. J'ai un passé d'éditeur, mais qui ne s'est pas effectué. Et donc on a monté cette maison d'édition en faisant une étude de 6 mois de faisabilité, en contactant un certain nombre de partenaires, de collègues. Et puis, on avait surtout en Corée un réseau très abondant d'amis critiques littéraires, d'amis écrivains, etc. On travaillait déjà à recevoir des écrivains à Aix-en-Provence avec l'aide de la structure qui finance ce type de voyage d'auteurs. Donc, on était déjà dans un monde, dans un réseau qui nous permettait de créer plus facilement la structure éditoriale. Et puis, on en a fait une affaire de famille, puisqu'avec Franck, mon fils, et puis Hegyeon, ma femme, on a monté cette maison d'édition un peu de manière tout à volontaire, hein, et presque même volontariste, en publiant les 2 premiers auteurs que nous connaissions très bien, que nous connaissons toujours très bien, qui sont des amis. Et puis, à ce moment-là, on s'est confronté aux réalités de ce qu'était l'édition, et tout particulièrement ce dont on nous rabat les oreilles et qui m'agace, et qu'on appelle une littérature de niche. Bon, les niches, pour les chiens, c'est très bien, pour la littérature, c'est un peu moins bien. Et donc, il nous a fallu faire un travail qui était à la fois un travail éditorial, publier des ouvrages, et un travail militant, parce qu'on ne pouvait pas penser de produire de la littérature coréenne sans qu'il y ait des actes volontaires, des actes d'amour de la littérature coréenne. Un collègue coréen qui est professeur de littérature parle de désir pour la littérature coréenne. Nous, on parlait d'amour pour la littérature coréenne. Et il a donc fallu qu'on partage un peu notre temps entre production éditoriale d'un côté, travail de promotion au travers de la revue, de conférences, de nombreux cours que j'ai donnés dans le passé. Et puis, petit à petit, on a commencé à étoffer le catalogue et Franck a pris en charge l'aspect complètement opérationnel de la maison d'édition, pour ma part, me retirant un tout petit peu et me cantonnant à partir de cette époque-là au rôle de conseiller littéraire.
Pour la partie que vous avez, la question que vous avez indiquée, avec qui travaillons-nous? On a travaillé essentiellement au début, puisque je vous rappelle, c'était un projet militant. Hein. On n'avait pas du tout l'idée de devoir gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il ne faut pas faire de l'édition, surtout à notre niveau, il faut faire autre chose. On n'avait pas du tout cette idée-là. Par contre, on avait l'idée de former également les jeunes, notamment mes jeunes étudiants, à la littérature coréenne et donc de leur mettre un peu les mains dans le cambouis pour voir comment ça se passe en matière de traduction, en matière d'édition de livres, en matière de promotion, les problèmes auxquels on se confronte, etc. etc. Avec ce package en main en quelque sorte, je suis allé voir Volumen, j'ai présenté le dossier de la maison d'édition. Je crois que j'ai fait 2 auditions, j'avais l'impression de repasser ma thèse. Et puis, Volumen nous a acceptés en tant que diffuseur, distributeur. Et donc, on a commencé à travailler avec eux. Là, nous sommes dans les années 2011, je crois, Franck, hein, c'est ça? C'est ça, fin 2011, c'est le 2011. moment du démarrage de la maison d'édition. Et donc, pour beaucoup, l'équipe était militante. Elle l'est toujours un peu, au demeurant, entre Julien, Franck, moi et quelques étudiants dont la liste des prénoms serait un peu trop longue. Voilà pour l'histoire en raccourci. Et quant à vous, Franck, comment vous en êtes venu à être président de cette maison d'édition? Quel parcours avez-vous eu? Alors, pour ma part, je ne suis absolument pas éditeur de formation. J'ai fait des études de sociologie des organisations et d'anthropologie. Et c'est la partie un petit peu moins noble. Il a suffi d'une belle conversation autour d'un verre de vin en famille pour que le projet émerge, puisque j'aidais déjà à la communication sur la revue Colmadan. Et donc, suite à cette conversation et cette préparation de projet, je suis devenu en quelque sorte éditeur, pas par la force des choses, par choix, mais de manière totalement autodidacte, si je puis dire. Et quant à la revue Colmadan, justement, est-ce qu'elle existe encore? J'ai vu que sur le site, les 3 premiers numéros étaient là, mais est-ce que vous continuerez à éditer cette revue ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, le numéro, la web revue existe depuis 2009. Et puis, hier encore, il y a eu, je crois, un nouvel article qui a été posé dessus. Donc, je crois qu'on a un fonds d'à peu près 450 articles qui peuvent aller de la chronique littéraire d'une page à des articles de 15 à 20 pages. Et en même temps, nous sommes peut-être là en 2015, je crois, on a dit, tiens, si on faisait des numéros papier. Et donc, on a produit 4 numéros qui étaient diffusés en librairie en leur donnant un format livre de manière à ce qu'ils puissent être mis sur les tables des libraires, puisque vous connaissez l'avenir le présent et puis l'avenir des revues de littérature, pardon. Elles ne sont pas diffusées dans les librairies, elles sont souvent cachées, on n'y a pas forcément accès, il y a des formats différents. En plus, il y a des taux de TVA différents qui embêtent beaucoup les libraires, etc. Donc, on s'est orienté vers une revue qui puisse être mise au milieu des tables de littérature asiatique, par exemple, ou étrangère. On a produit 4 numéros. Quand on me demande la parution, je réponds quand on peut. Et donc, ça reste d'actualité. C'est vraiment quand on peut. On va préparer bientôt le 5e numéro. Et donc, il y a une coexistence entre la web revue, qui elle est permanente tous les jours. Évidemment, on peut la consulter. Et puis, les articles sont incrémentés régulièrement. Et puis, d'un autre côté, la revue papier, qui elle sort sporadiquement. Et quant à vous, Julien Paolucci, apparemment vous êtes éditeur et responsable des collections. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, alors je vais peut-être revenir un peu sur l'historique, puisque on a parlé de l'engagement de Franck et de Jean-Claude. J'ai joint l'équipe. Jean-Claude était mon professeur, tout simplement. Et en fait, l'engagement s'est fait comme ça au moment de la création de la maison édition. Donc, au début, j'ai eu plutôt une activité, on va dire, de lecteur, préparateur de copies. Et puis, au fil du temps, avec l'expérience, la direction de collection. Alors, on a vu que vous aviez beaucoup de choix, notamment dans les collections et dans les genres que vous publiez. Il y a des essais, il y a de la fiction, il y a de la science-fiction, de la poésie. Est-ce que justement c'est un choix de se diversifier ou est-ce qu'au départ tout ne fut que coréen?
Au départ, il y a un berceau historique qui est coréen, effectivement. Bon, après, dans ce berceau coréen, on choisissait bien évidemment les textes qui nous plaisaient. C'est là vraiment notre premier choix, il est sur la qualité des textes qui nous plaisent. Et donc, finalement, ce choix s'est élaboré dans différents genres. Alors, la science-fiction, le polar, l'essai. Alors, il y avait quand même une volonté au départ de, comment dire, pour revenir sur l'effet de ce nombre de livres publiés par an qui était très faible, on a eu pour objectif dès le départ de présenter les jeunes auteurs, les nouveaux auteurs qui n'étaient pas encore publiés, puisque par exemple Babel, Actes Sud, publié Imoniol, ou alors Piquet, Zulma, publié Wang Sokyon, ou Isungu chez Zulma également. Et donc, on voulait amener en quelque sorte une nouvelle génération d'auteurs qui n'avaient encore pas voix au chapitre. Et donc, les premiers titres qu'on a publiés exclusivement centrés sur les nouvelles et sur les romans étaient consacrés à des auteurs que je dirais trentenaires, quarantenaires. À partir de là, on a voulu ouvrir un petit peu aux essais. Et donc, on a démarré par des recueils de sagesse bouddhiste. Et puis, se faisant un petit nom dans la littérature coréenne, indépendamment de l'aspect revue, mais plutôt centré sur l'aspect maison d'édition, on a commencé à avoir des auteurs de renom, comme le poète Ko-un, qui est un des plus grands auteurs de poésie en Corée du Sud, ou avoir Hangan, par exemple, qui a publié également chez Le Serpent à Plumes. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a étoffé notre catalogue. Et puis après, il y a aussi cet effet d'opportunité, puisqu'on va, beaucoup moins que mon père, à mon grand regret, mais on va quand même régulièrement en Corée du Sud. Et donc, c'est le moyen à ce moment-là de rencontrer des auteurs, d'avoir de l'information sur des titres et d'avoir des auteurs et des éditeurs qui nous proposent des titres auxquels forcément on n'avait pas pensé. Et c'est de là qu'en fait, on a construit tout doucement notre catalogue de littérature coréenne. Alors justement, j'ai vu que vous aviez un comité éditorial en France et en Corée. Est-ce que c'est d'actualité toujours? Et comment ça s'organise justement? Alors, les comités, alors effectivement, on a voulu faire quelque chose entre France et Corée en créant un comité un peu bicéphale. C'est un comité qui fonctionne toujours, soit dans le choix des titres, il y a des traducteurs à l'intérieur, il y a des écrivains, soit dans les conseils qui nous sont donnés sur, tiens, il faudrait regarder du côté de ce manuscrit-là, c'est intéressant, etc. Et c'est surtout un échange de passionnés de la littérature coréenne. Je pense que mon collègue a raison, il faut être passionné pour la littérature coréenne. D'ailleurs, pour renforcer ce que dit Franck tout à l'heure, dans le choix des textes au début, et puis surtout dans le choix des genres, il n'est pas impossible qu'on ait été à la limite de cohérence, parce que quand on publie, multiplier les collections comme ça, ce n'est pas toujours une bonne idée, mais il ne faut jamais oublier l'aspect militant de notre travail. Et vous savez bien que le militant, il n'a pas toujours les yeux en face des trous, comme on dit de manière populaire. Il part avec son cœur, son envie de montrer autant la poésie que les essais, que les romans, que les nouvelles. Et puis, il y a des réalités de marché qui, de temps en temps, nous tapent sur l'épaule en disant attention, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Donc, on a ralenti, par exemple, le volant poésie, parce que vous connaissez très bien le secteur de la poésie, la façon dont ça marche. Et par contre, on renforce le volant essai parce qu'il nous paraît déterminant. Avec également une autre pensée qui consistait à dire on n'a pas envie de montrer la seule littérature romanesque de Corée. Il y a une pensée coréenne, il y a une philosophie coréenne, il y a une sociologie coréenne, et pour nous, tous ces textes-là devaient être montrés. Alors, le marché ensuite, là encore, nous rappelle à la raison parfois un ouvrage de sociologie coréenne consacré à un village coréen, c'est pas bien sûr que ça fonctionne en France, et puis il faut donc être un peu prudent. Mais cette idée selon laquelle il faut qu'on montre la pluralité de cette littérature qui est méconnue, comme toutes les littératures qualifiées d'exotiques. Bien sûr, on peut citer quelques titres de littérature japonaise, déjà un petit peu moins de littérature chinoise, encore un petit peu moins de littérature coréenne. Et je ne veux pas être infamant, mais si vous arrivez à citer des titres de littérature indonésienne ou thaï, par exemple, ça sera peut-être encore un peu plus compliqué. Et donc, c'était vraiment l'idée de se positionner en tant que défenseur de la littérature coréenne, défenseur des textes coréens, en même temps éditeur, et en même temps critique de la littérature coréenne, puisqu'avec la revue Colmandan, on aborde bien la question critique des textes que nous présentons, que les autres éditeurs présentent.
D'ailleurs, au début, on est allé jusqu'à produire des dépliants, Franck doit s'en souvenir, et Julien aussi, on est allé jusqu'à produire des documents de la maison d'édition dans laquelle on présentait tous les autres éditeurs. Bon, on est revenu à la raison, mais on est allé jusque-là parce qu'on disait, mais oui, il y a Julma qui produit, il y a Actes Sud qui ne produit plus, mais qui fait un ou deux titres par an, il y a un tel, et puis il faut en parler, on n'est pas les seuls. Et ce document s'appelait d'ailleurs, était titré pour ceux qui achètent toujours leurs livres en librairie. Et on a présenté l'ensemble des éditeurs, dont nous d'ailleurs, pour vous faire mesurer un peu l'acte militant. Oui, on voit ça. Anne? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je pense que je n'ai jamais lu un livre de littérature coréenne. Et ma question est toute simple. Dans votre catalogue, par quel roman, peut-être, parce que je lis beaucoup de romans, par quel roman me conseilleriez-vous de commencer? Et peut-être, malgré tout, un roman qui me permette d'avoir un petit peu déjà accès à la culture coréenne, plutôt qu'un roman, je dirais, plus universel. Voilà. Quel roman, par lequel commencer? Alors, je suis à peu près sûr que si vous posiez la question individuellement à chacun de nous, il y aurait 3 réponses différentes. Donc, voilà. Alors, je propose que chacun d'entre nous prenions 1 minute. Pour ma part, c'est vrai que faisant beaucoup de salons du livre, j'ai tendance à rencontrer cette question assez souvent, puisque finalement, la curiosité pour la littérature coréenne peut être un peu faible, mais la curiosité pour la culture et les modes de vie de Corée du Sud notamment, ou de Corée en général, sont eux par contre très forts, notamment avec la notoriété que prend la Corée ces dernières années. Donc, quand on me pose ce genre de questions, et notamment pour du roman, j'ai tendance à diriger l'auteur alors sur des livres qui ne sont pas toujours forcément joyeux, mais qui ont quand même une relative approche de la réalité que représente la Corée à différents niveaux. J'aurais tendance à vous proposer, par exemple, Génération B de Chang Kang-myung, qui aborde la difficulté des jeunes universitaires et la difficulté contre ces jeunes et la pression que subissent ces jeunes pour parvenir à atteindre un modèle sociétal, un modèle professionnel préconisé, je dirais même poussé, apposé par les parents et par la société dans un premier temps, qui a d'ailleurs un petit registre de semi-polar. Le deuxième, toujours en tant que roman, serait Par le vent se lève de Han Gang, donc l'auteur dont je parlais, qui a été publié également chez Le Serpent à Plumes, et qui nous fait une présentation de ce que peut être la vie d'une femme célibataire de 30 ans. En Corée du Sud, bien entendu, dans les quartiers culturels de la ville de Séoul. Et quand on est célibataire en Corée du Sud, à 30 ans, c'est déjà quelque chose qui est presque, pas presque, qui est mal vu. Donc, ça peut donner un petit aperçu. Ce roman se prend également la tournure d'une quête-enquête, la quête de soi et l'enquête pour retrouver la vérité sur le décès de sa meilleure amie. Bon, je n'irai pas plus loin. Il vous faudra voir pour la suite. Ok, merci. Je vous en prie. Et Jean-Claude et Julien, si vous aviez un titre, ou si c'est le même. Julien, tu veux parler? Oui, je réfléchissais pendant que Franck faisait son intervention. C'est toujours délicat de conseiller un roman. Peut-être, je dirais, pour rester un peu dans la veine de Génération B, peut-être Mina, qui cette fois-ci s'attache à décrire les difficultés que rencontrent les jeunes. Mais là, ce sont plutôt des lycéens ou fin collège, et notamment la compétition scolaire qui a lieu en Corée. Et donc, ce sont des jeunes qui vivent dans les quartiers UP et qui, finalement, à force de tout avoir, finissent par très mal tourner. Donc ça, c'est un roman qu'on a sorti assez récemment, hein, Jean-Claude. 2013 2013, Alors, 2013 pour la version brochée, 2019 pour la version poche, que j'ai montré juste là. C'est un peu le pendant du film Parasite, mais effet inverse, effet miroir. Oui, c'est alors un peu ça, avec une forme de violence symbolique encore plus forte, parce que eux, justement, ce ne sont pas des personnes issues de milieux défavorisés. Au contraire, ce sont des personnes issues des milieux de Gangnam, donc dans le sud de la ville de Séoul, en dessous de la rivière Han, et qui ont à peu près tout pour réussir. C'est-à-dire une famille riche, des parents qui gagnent très bien leur vie, mais qui sont très absents, qui vont dans les plus grandes écoles et qui sont censés accéder ensuite aux plus grandes universités.
parce que ces universités sont très chères et qu'il faut y aller à la fois sur l'aspect économique et à la fois sur l'aspect méritocratique. Donc, c'est presque deux opposés finalement. Ça serait presque plus le côté de la famille qui est parasitée que du côté de la famille parasite. Et Jean-Claude, quant à vous? Alors, moi, je suis très ouvert. C'est mon auteur fétiche qui s'appelle Lee Seung-woo et qui a publié dernièrement Le Chant de la Terre que j'ai eu la chance de traduire en plus, qui a été publié en format broché et Franck est en train de montrer le format poche. C'est un ouvrage qui présente la particularité d'être un peu écrit à la manière des films d'Inarritu, le cinéaste mexicain, pour ceux qui aiment son cinéma, c'est-à-dire les histoires qui apparemment n'ont rien à voir et qui puis tout d'un coup s'entrecroisent et fabriquent une histoire tierce. C'est un jeune homme qui croit avoir tué un militaire pour défendre sa sœur, et puis il se réfugie dans un monastère où il découvre la Bible. Isamu est un auteur qui a un auteur religieux, on peut le dire sans trop se cacher quand même. Et puis, dans ce monastère-là, donc, il se convertit un peu à la religion. C'est un grand lecteur de la Bible. Et puis, il va tenter de retrouver sa sœur qui est partie travailler dans un salon de coiffure en Corée. Et là commence un long road movie qui va l'amener d'aventure en aventure, des plus difficiles aux plus sordides. Et parallèlement, c'est une période où les militaires ont pris le pouvoir en Corée, ont installé un régime de terreur, et il y a un des colonels qui a fabriqué le coup d'État qui quitte le général du putsch, le chef du putsch en quelque sorte, et qui lui aussi se réfugie dans ce même monastère où le jeune homme s'était auparavant à s'installer. Et tous les deux, en fait, ne se connaissant pas, vont se rencontrer quelques jours avant la mort de ce fameux colonel qui a quitté le putsch militaire, et puis ils vont faire quelque chose que je ne sais pas si je dois vous le dire ou pas, sinon vous ne l'achèterez jamais, ce livre. Si, ils vont écrire sur les murs des pans entiers de la Bible pour imiter un livre qui s'appelle le livre de Kels, par exemple, qui est un des plus beaux textes et un peu des plus beaux livres sur la Bible. Alors pourquoi j'aime cet auteur? D'abord parce que j'ai écrit un ouvrage complet qui va paraître bientôt en octobre en Corée et qui paraîtra quand le virus s'arrêtera en France. Donc il est sans cesse repoussé. Je pense que ça sera du côté du mois de février, et où je fais une analyse de toute son œuvre. Il y a 6 romans publiés en France, et c'est un des auteurs pour lesquels ce qui est fascinant, c'est d'une part la profondeur métaphorique, l'immixtion d'un certain nombre de religions et de symboles religieux qu'on peut trouver dans le bouddhisme, dans les mythologies grecques, dans les mythologies indiennes, voire dans la mythologie mexicaine, et puis un petit peu moins d'ailleurs, ce qui est étonnant, dans la mythologie coréenne. Et c'est un auteur qui ne s'économise pas quant à montrer les travers de l'homme qu'il qualifie en quelque sorte un peu comme Deleuze de machine désirante, et que ces désirs ne pouvant jamais s'accomplir à la hauteur de ce qu'ils espèrent, évidemment, rentrent dans des drames personnels, que ce soit sur les questions de l'amour, du travail, etc. Et de temps en temps, il a à l'intérieur de son écriture, c'est le cas d'un livre qui a été publié chez Zulma par exemple, il y a des moments qui sont littéralement kafkaïens, avec un humour qui est toujours un humour discret, et très souvent il m'arrive de rire 10 minutes après. Donc, il faut que le déclic se soit fait pour que je me mette un peu à rire. Et voilà, Le Chant de la Terre est un ouvrage magnifique que je recommande, que je rends obligatoire, si vous voulez. Et il y a 3 exemplaires à gagner sur votre compte Instagram. Tout à fait. Anna, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour. Ça tombe bien que vous parliez du Chant de la Terre parce que c'est bon, il est déjà en précommande. Normalement, je le reçois dans 2-3 jours. Je ne connaissais pas trop votre petite maison d'édition et je trouvais ça super sympa. En fait, j'avais une question pour rebondir sur ce que tout à l'heure avait dit Jean-Claude. Moi, je ne lis pas je lis pas encore d'essais, des choses comme ça qui parlent de problèmes sociétals. Je me demandais comment vous faisiez un choix pour publier, parce que j'imagine bien que il faut que ça aille avec vos idées politiques, avec ce que vous avez envie de promouvoir ou avec ce que vous trouvez intéressant de mettre en lumière.
Du coup, j'imagine que comment vous faites? Enfin, comment vous faites des choix? Vous basez sur vos idées à vous, j'imagine? Point d'interrogation. Est-ce que Julien veut répondre? Sur les essais, pour l'instant, c'est vrai que nous avons qu'un seul essai, je pense, au catalogue, à proprement parler, un essai qui est un essai de littérature. Donc, de critique littéraire, plus exactement. Donc, le positionnement... C'est pas encore de la politique, alors? Ouais, pas... voilà. Non. D'accord. Okay. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du militantisme. On est d'accord qu'on est sur du militantisme, de l'amour de la littérature coréenne. De la faire connaître, voilà. Ouais. Voilà. Oui. Ah oui, d'accord. C'est pas de la politique ou de... Non. Non, l'acte militant au sens de l'acte qui se propose comme un acte généreux, déconnecté des questions d'argent, d'intérêt ou autre. Cela dit, il n'est pas du tout interdit. On a publié par exemple La Corée du Nord à bicyclette, qui n'est pas du tout un ouvrage de tourisme, mais un ouvrage produit par un diplomate anglais sur son expérience nord-coréenne. Et donc, il a une totale liberté de langage qui ne serait pas la mienne. Et ce n'est pas pour raison ou par raison politique qu'on publierait telle ou telle chose. Ceci posé, c'est pour ça que je voulais que Julien réponde, il y a un positionnement en quelque sorte d'une des collections qui s'appelle 710, dans laquelle on publiera plus que de la littérature coréenne et des essais, avec des livres dont on peut dire qu'ils vont poser un certain nombre de questions qui sont dans l'air du temps et dont on espère que les réponses qui sont apportées par les titres contribueront à faire en sorte que ce fameux monde d'après que tout le monde attend, on puisse contribuer un peu à sa survenance. Pour le choix des titres, alors en Corée, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué parce qu'il se produit vraiment beaucoup d'ouvrages de sciences humaines, de sciences sociales. Par contre, la difficulté majeure, c'est qu'évidemment, il y ait une portée universelle de ces titres. Sinon, ça ne va concerner que ceux qui font du travail en coréanologie ou autre. Donc là, c'est un peu plus délicat. Et il faut reconnaître que pour avoir l'intention de publier un titre, il faut qu'on passe en revue des dizaines et des dizaines de titres avant d'être satisfait. Là, par exemple, Julien faisait allusion à un essai de critique littéraire qui s'appelle Un désir de littérature coréenne, que nous avons publié et qui permet à tout lecteur de connaître l'histoire de la littérature coréenne en résumé, bien entendu, les problèmes qui se sont posés et qui ont été fascinants, par exemple la période de l'occupation japonaise, que produire pendant qu'on est occupé par l'ennemi. Il n'y a pas que les questions de censure qui se sont posées. Il y a aussi, par exemple, les questions que nous avons eues, les débats que nous avons eus en France sur à quoi sert la littérature. C'est la fameuse question que pose Sartre, si vous vous souvenez. Ce sont les mêmes débats qu'on a eus, par exemple, avec la littérature soviétique. Faut-il faire une littérature au service du peuple ou une littérature qui, au contraire, ne s'embarrasse pas des questions relatives au peuple et qui travaille essentiellement sur des questions d'esthétique littéraire. Et tous ces débats coréens qu'il y a eu, on ne les connaît pas en France, on les ignore. Et puis, c'est un peu normal puisqu'il s'est peu produit de choses là-dessus. Donc, ça a été notre volonté de porter à la connaissance du public des questions qui ont eu lieu, par exemple sur la poésie, qu'est-ce qui se produit en poésie actuellement en Corée, qui est un pays où il existe 3000 poètes référencés. Référencés, ça veut dire que pour une bonne part, ils arrivent à peu près à vivre de leurs textes. Bon, très souvent, ils ont un job à côté, évidemment, mais c'est un pays qui a une vocation poétique extrêmement étoffée, comme beaucoup de pays d'Asie au demeurant. Et là, la poésie coréenne en France, heureusement, il y a des éditions Philippe Doucet, par exemple, qui publient des choses. Il y a des éditions qui sont dans l'Est. J'ai oublié Circé qui publie beaucoup de poètes coréens, et heureusement que nous avons ces maisons d'édition pour connaître un peu ce qui se fait en matière de poésie coréenne. D'accord. Et si je peux me permettre, j'avais une deuxième question. Je sais que là, vous allez bientôt sortir une collection poche, un carré poche, il me semble. Est-ce que, j'imagine que vous sortez une collection poche parce que ça commence à bien marcher, à bien se développer. Est-ce que vous avez pensé à surfer un peu sur la vague
de popularité un peu du manga, parce que je sais que les Coréens font aussi du manga. Alors, il y en a très peu, mais c'est aussi tout à fait intéressant. Je me demandais si ça vous intéressait ou si c'était quelque chose que vous envisagiez de rendre plus populaire. C'est ça qu'il y en a très peu et que du coup, on ne connaît pas beaucoup de choses sur les Coréens à ce niveau-là. Julien, tu veux répondre? Ouais. Et on a eu prospecté sur le manoir il y a peut-être 5-6 ans maintenant. On était tombé d'ailleurs sur de très jolies productions qui depuis ont été publiées chez d'autres éditeurs. C'est vrai qu'à partir du moment où le texte dit quelque chose du réel, quelque chose qui nous intéresse, peu importe son support, son genre, que ce soit du manga, du roman policier, de la poésie, quoi que ce soit. Alors, à l'époque, on n'a pas pu publier de manga, on ne s'est pas lancé dedans parce qu'il faut savoir aussi que le marché ne s'y prêtait pas trop. Vous avez d'importants coûts de production aussi qui sont à intégrer pour l'éditeur. Et donc, c'est vrai qu'on a mis un petit peu ça dans le tiroir. Et puis pour ajouter avec le fait que nous étions des éditeurs néophytes, notre diffuseur donc de l'époque, Volumen, qui justement nous déconseillait d'avoir un nombre de collections trop excessif et de se retrouver à devoir faire des commercialisations dans chacun des rayons d'une librairie. Quand on sait comment ça se passe, la diffusion de distribution et la difficulté que rencontrent les libraires à pouvoir faire plaisir entre guillemets à tous les éditeurs, c'était aussi une question de bon sens de ne pas partir sur presque, je dirais, un autre métier éditorial et de se concentrer sur du texte noir et blanc en présentant déjà la littérature, ce qui est déjà un sacré défi. Alors, on a remis un peu cette pensée à l'ordre du jour il y a 1 an et demi suite à un voyage, un retour de mon père de Corée, et on est reparti un peu sur ces bases-là, mais c'est toujours un temps de travail et de discussion et d'échange qui est très très long, parce que la négociation des droits, notamment pour le territoire français, ne se fait pas forcément que pour l'ère linguistique française. Elle peut se faire en même temps, alors qu'il n'y a pas de lien précis entre la langue anglaise et nous, avec plusieurs éditeurs. Donc, c'est toujours une histoire de comment faire augmenter les prix pour l'un. Si les prix en Angleterre montent, alors on va tenter de les faire monter en France, etc. etc. Voilà, puis c'est tout simplement, véritablement pour moi, un autre métier. On continue d'y songer. On pense aussi au Webtoon, puisque le Webtoon est en train de se développer en France, notamment sponsorisé par Naver sur certains sites et sur certaines plateformes. Mais bon, voilà, doucement, doucement, comme on dit. C'est vrai que quand nous y avons pensé à l'époque, les débouchés du manoir étaient très maigres. Peut-être que la donne a un peu changé maintenant. Alors, à l'époque, quand on regardait, il y avait quand même 2 maisons d'édition spécialisées manga, manhwa qui avaient fermé. Donc, ce n'était pas des signes encourageants pour nous. Et puis, on a aussi, alors je ne les critique pas, hein, c'est une pratique qui est tout à fait respectable, mais tout ce qui est de l'ordre de la traduction par les fans, je ne sais plus comment on appelle ça, pardon, j'ai oublié le mot, et donc des mises à disposition gratuites d'énormément de manhwa, puisque j'ai fait quelques piges pour chercher un peu ce qui se produisait, donc je dirais même de plus d'une centaine, 100, 200, peut-être plus, mais qui sont en données gratuites. Donc pourquoi nous investir des droits de la traduction, de la production, etc., et du temps de commercialisation et de relations de presse pour quelque chose qui est directement accessible et gratuit. C'est un débat qui est encore ouvert chez nous et auquel on n'a pas vraiment répondu, mais pour l'instant, il est un peu dissuasif. Et il y a un autre point également dans cette lignée, c'est la question de la négociation des droits. Il arrive parfois qu'on ne se comprenne pas très bien avec les Coréens parce que vous devez savoir que c'est un petit pays, hein, ça représente en gros Provence-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Vous voyez, donc c'est pas très grand. Mais par contre, tout ce qu'ils font est gigantesque. C'est-à-dire, ils sortent un film, s'il a un peu de tenue, c'est tout de suite 15 millions de spectateurs. Ils ont une pièce de théâtre, Nanta par exemple, c'est 20 millions de spectateurs. Peut-être que c'est toujours les mêmes qui y vont plusieurs fois par jour, je ne sais pas, mais c'est gigantesque. Il y a le dernier manoir sur lequel on a travaillé le printemps dernier, l'été dernier, c'est par numéro 15 millions de ventes. Donc, si vous voulez, quand on discute des droits et qu'on dit en France, ça ne va pas se passer comme ça, ce n'est pas parce que vous êtes très connu en Corée qu'en France, ça va marcher de la même manière. Il y a un temps d'adaptation qui peut parfois se mesurer en années. Quand on a acheté quelques best-sellers en Corée qui ont tenu le hit parade à la première place pendant des mois et des mois, et quand on a montré les chiffres de diffusion qui étaient honorables en France, mais sans plus, c'était un gros choc culturel. Ils s'interrogent, mais
Alors vous, les Français, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez pas ou quoi? Mais on lit surtout dans la littérature française. Les littératures étrangères, on sait très bien quelle est leur difficulté. Alors tout ça, ça rend les négociations pas difficiles parce que les Coréens sont des gens charmants et vraiment sympathiques. C'est un bonheur que de discuter avec eux. Mais le business, c'est le business aussi, évidemment. Mais ça rend les discussions un peu plus longues. Il faut attendre qu'ils se renseignent et puis ils commencent à faire maintenant des comparaisons par pays. Et alors, pourquoi ça marche en Angleterre, pourquoi ça ne marche pas chez vous? Tel auteur qui marche bien en Angleterre ne marche pas ici. Tel auteur qui a été très bien traduit ici n'a pas été bien traduit dans un autre pays. Donc, ils sont dans une problématique d'accession de leur littérature à la mondialisation. Et donc, ils sont rentrés dans une pratique de comparaison pays par pays, et ils s'interrogent pays par pays. Pourquoi au Japon, ça n'a pas marché? Il y avait des maisons d'édition spécialisées en littérature coréenne, ça n'a pas marché, alors que les pays sont à 160 km de distance. Et il y a une maison d'édition de littérature coréenne en France qui tient debout depuis 10 ans. C'est toute une série de questions. Et puis, vous connaissez la Corée, c'est un pays où tout va très vite, mais en même temps, ils ont une notion tout à fait orientale du temps, qui n'est pas du tout la nôtre. Et parfois, ils disent, on verra l'année prochaine, etc. Donc, c'est une réflexion qui est toujours un peu pendante, toujours un peu en cours. Moi, c'est une question très simple. En fait, je voudrais juste savoir ce qui caractérise la littérature coréenne, c'est-à-dire quels sont ses enjeux, quelles sont ses problématiques, ses thématiques, parce qu'en fait, on ne connaît pas forcément beaucoup. Alors, moi, j'ai lu celui-là, mais je crois que c'est le seul que j'ai lu. Et donc, pour les lecteurs français qui découvrent, eh bien, j'aimerais juste savoir comment vous la caractérisez. C'est une vaste question parce que finalement, elle est très proche de son histoire. Donc, à chaque période, à chaque décennie ou chaque début et fin de siècle, par exemple, ou siècle intermédiaire, ce pays qui a subi une histoire dramatique et forte, avec notamment l'occupation japonaise jusqu'à 1945, la guerre de Corée qui suit, la dictature juste après, puis la fin les événements étudiants et ouvriers, puis la fin de la dictature et l'ouverture à la démocratie. Et dès l'ouverture à la démocratie, un capitalisme forcené qui a rattrapé même les États-Unis. Et donc, à chaque période, à chaque temporalité de son histoire, on a une littérature qui est imprégnée de ça. Donc, il y a cette définition même, cette proximité même entre les écrits des écrivains et l'histoire qui les suit. Une période où justement on est vraiment dans le urinara, c'est-à-dire notre pays, le nous collectif, l'écriture pour tous, auprès de tous, qui dénonce, etc. Et puis dans les années 80, la fin des années 80-90, l'arrivée sur le jeu, le tu, le il, et donc la personnalisation de l'individu, c'est-à-dire on passe du collectif à l'individu. Donc c'est quelque chose qui est très imprégné de ça dans la littérature. On a vraiment une photographie dans les textes, alors dans les textes des auteurs, notamment qui ont été traduits, une photographie du temps de la Corée. On a très très peu de distance à leur histoire finalement. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question que vous vous posiez, que vous avez posée. Si, c'est intéressant. Donc, très lié à l'histoire, en fait. Parce que c'est quand même une histoire extrêmement compliquée. C'est un pays qui est coupé en deux aussi. Tout à fait. Donc, est-ce que, je ne sais pas, on ressent dans les textes cette douleur, justement, d'être un pays coupé en deux? On en connaît d'autres, évidemment, qui ont connu ça. Mais est-ce que ça a été très prégnant dans certains livres à certains moments? Justement, Oui, cette rupture? Pardon, je vous ai coupé, non? Non. Oui, ça a été très présent, notamment dans la littérature des années 60-70, la séparation des deux Corées, la guerre de Corée. Je dirais que la génération actuelle, des années 90-2000, donc des auteurs qui ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans, ou voire un peu moins, sont totalement détachés de ce type de problématique. C'est-à-dire pour eux, il y a effectivement deux Corées, il y a effectivement les cousins du Nord, ou les grands frères du Nord, ou les petits frères du Nord, peu importe, mais ça ne se retrouve plus dans leur écrit. On est vraiment dans une dynamique individuelle et individualiste. On est vraiment dans une approche. Alors, par exemple, Chang Kong-myong que vous avez lu, dénonce la pression sociale mise sur les jeunes générations, sur la nouvelle génération, sur cette génération qui n'a presque plus voix au chapitre et qui doit se conformer.
Mais en même temps, c'est un regard très individuel qu'on voit de chacun des acteurs et des personnages du titre qui va donner à travers l'informatique, je ne voudrais pas raconter trop le livre, mais à travers l'informatique ou à travers leur parcours, leurs propres histoires, mais qu'on va retrouver un peu partout ailleurs. Donc, il y a une forme de déclinaison individuelle d'un grand ensemble collectif. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'en Corée qu'on peut retrouver ça, mais c'est vraiment très prégnant, très parlant tout au long de l'histoire. Quand on lit Lee Moon-yeol, par exemple, qui dénonce dans les années 60-70 et à la fois la dictature tout en étant un auteur de droite, enfin du moins reconnu comme étant un auteur de droite, ou qui dénonce de la séparation des deux Corées, on pourrait le retrouver également chez Hwang So-kyung. C'est quelque chose par rapport auquel ils ont à la fois une connaissance et une distance en tant qu'écrivain, mais aucune distance par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont en plein dedans et souvent très politisés d'ailleurs dans leurs écrits. C'est pour ça que la question de la demoiselle tout à l'heure qui demandait si nous-mêmes nous avions une approche politique sur la littérature, pas vraiment. On ne défend aucune couleur, mais on sait que quand on présente un livre de littérature coréenne, que ce soit Apple Kim pour Mina, que ce soit Chang Kom-yong pour Génération B, ou d'autres, l'approche du couple, l'approche du travail, etc., avec Kim Hee-ran notamment, on va avoir une vision politique de la culture et de la société coréenne, sud-coréenne notamment. Je ne sais pas si Jean-Claude ou Julien veulent rebondir sur ça. Oui, j'aimerais en fait donner une référence. Alors Jean-Claude et Franck vont me taper sur les doigts parce que c'est un livre que nous ne publions pas. Mais en fait, c'est un vieux livre, alors ils me pardonneront. C'est Le renouveau de la nation coréenne, écrit par Park Chung-hee, qui était ce fameux général dictateur dont Jean-Claude vous parlait dans Le Chant de la Terre. Et c'est un livre en fait manifeste et qui offre une grille de lecture pour la Corée depuis les années 60 jusqu'à maintenant, qui est un peu indépassable, je pense. Et si vous voulez comprendre ce qui se joue dans la littérature coréenne et dans la société, il faut lire ce livre. Alors, c'est un livre qui, je pense, est épuisé depuis peut-être en bibliothèque ou dans le marché de l'occasion, mais je trouve que ça offre une grille de compréhension. Alors là, on est sur un manifeste politique, on n'est plus vraiment sur de la littérature, mais je trouve ça assez édifiant pour comprendre ce qui se joue dans la société coréenne depuis les années 60. Je ne sais pas si Jean-Claude peut apporter des précisions. Oui, mais d'ailleurs, c'est très bien la référence que tu cites. J'en ai toujours beaucoup parlé en cours de cette période-là. C'est fascinant ce qui se passe en Corée parce que vous devez penser un pays dans lequel on crevait tellement de faim qu'on en était arrivé à manger l'écorce des arbres dans les années 50, à aujourd'hui un pays qui est capable de cloner un mammouth. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de ce mammouth, mais juste pour signaler le progrès qu'ils ont effectué entre le pays qui mourait de faim et puis, d'ailleurs, en Corée, vous savez, pour ceux qui connaissent la cuisine coréenne, on mange beaucoup de racines. Ils se sont fait une spécialité de la cuisine des racines, qu'ils savent cuisiner absolument à merveille, qui accompagne tous les plats. Et cette culture vient aussi du fait que le pays était extrêmement pauvre. Ce qui fait qu'ils ont eu, en quelque sorte, justement à partir de la période Park Chung-hee que citait Julien, ce général putschiste, ils ont eu en quelque sorte 40 ans pour rattraper le monde libéral et capitaliste. Et 40 années pour rattraper le retard qu'ils avaient, où dans les années 60-70, c'était encore un pays moyenâgeux, il faut bien reconnaître. Il y en a encore même parfois quelques traces dans les villages. Quand on va dans les villages de campagne, on voit encore des traces moyenâgeuses de ce pays, à tout d'un coup un pays qui est capable de rejoindre technologiquement les plus grands pays, puisqu'ils sont passés de 149e pays mondial en 1960 à 10e pays mondial aujourd'hui. Et donc, ce temps extrêmement raccourci, on se doute bien que ça a marqué les esprits de multiples façons, à la fois, bien entendu, dans les pratiques sociales, à la fois dans la réflexion, et puis dans une question que Franck a abordée tout à l'heure, sur un plan qu'abordait Franck tout à l'heure, l'idée que ce pays qui a tenu par son communautarisme, par exemple, en Corée, on ne dit pas la Corée. Quand un Coréen parle de son pays, il ne dit pas la Corée, il dit notre pays, ce qui n'est pas exactement la même chose. Nous, on dit la France. Il y en a peu qui disent notre pays. Parfois même, on a un sentiment qu'on pourrait avoir honte de la France. Eux disent notre pays, c'est-à-dire le mon, me, ma, etc., le je,
n'existe pas. Il existe évidemment linguistiquement, mais il est très, très peu utilisé. Mais tout d'un coup, avec la montée de la consommation, la montée du consumérisme et du libéralisme le plus fou, en Corée, tout s'achète et tout se vend, hein, on a tout d'un coup une immixtion de l'individualisme et même de l'individuation, au sens de reconquête de soi, reconquête de son corps, qui est extrêmement prégnant. Et donc, inévitablement, chez les jeunes auteurs, toute la partie historique qu'ils n'ont pas vécue, toute la souffrance qu'ils n'ont pas vécue, eh bien, ne figure pas dans leur texte, ou alors de façon en filigrane, en quelque sorte. Seul peut-être Hanga, dans un livre dont j'ai oublié le titre, reparle des événements dramatiques d'une manifestation dans les années 80. C'est tout. Sinon, les jeunes auteurs sont un peu décontextés, déconnectés de l'histoire de leur pays. Alors, si on n'a pas l'histoire comme référence, on a quoi d'autre? Eh bien, on a la société contemporaine et on peut dire que de ce point de vue, ce sont de très bons analystes de la société contemporaine. On en a donné l'exemple tout à l'heure avec Génération B de Chang Kang-myung. Il y a d'autres textes de ce point de vue qui montrent que, ben oui, le pays s'est développé, c'est maintenant un pays riche, on n'y meurt plus de faim, mais bon, c'est la compétition acharnée. C'est un pays grandiose de tout point de vue. Quand vous allez dans les universités, je donne régulièrement des conférences dans les universités coréennes, on est accueillis comme des rois, voire plus que le roi, donc comme des empereurs. Les universités sont gigantesques, elles sont propres. Il n'y a pas d'étudiants assis par terre dans les couloirs en train de manger des pains banya ou des kebabs. Il n'y a pas de traces de frites non plus dans les couloirs. Les salles de cours sont propres. Tout est absolument magnifique, en tout cas au moins pour nous. Chaque fois que j'emmenais maintenant, notre université à Aix-Marseille, elle est jolie. Hein. Mais auparavant, quand les câbles électriques tombaient du plafond, j'ai inventé tout un parcours pour amener les collègues coréens pour qu'ils voient les séquelles de cette université qui était en train de s'écrouler. Ce qui veut dire que pour avoir tout ça, il y a une compétition acharnée. Les étudiants, par exemple, veulent rentrer dans les 3 premières universités. C'est vraiment le bâton de maréchal. Et pour entrer dans les 3 premières universités, ils travaillent énormément. Et pour travailler énormément à l'université, il a fallu qu'ils travaillent précédemment énormément à l'école. Il est pas rare qu'un enfant de 10 ans, 11 ans rentre à 11 heures du soir chez lui parce qu'il a fait l'école toute la journée. Et puis, quand l'école était terminée, il est allé dans des instituts privés pratiquer les mathématiques ou l'anglais ou le piano ou le taekwondo. Et il arrive parfois que des enfants aient jusqu'à 7 ou 8 instituts divers qu'ils vont faire après la journée scolaire. Donc, quand ils rentrent le soir, je ne sais pas dans quel état ils peuvent rentrer, ces gamins, mais le lendemain matin, il faut recommencer. Donc, cette jeune littérature, elle voit bien ce qui est en train de se passer, elle le condamne, pas de manière politique, au sens militant du terme, mais elle le condamne en le montrant, c'est-à-dire ce qu'elle sait faire le mieux, c'est écrire des textes quand on est écrivain. Donc, il montre cette Corée qui est dans la souffrance, mais une souffrance relativisée par le fait que, eh bien oui, le niveau de vie s'est développé d'une manière extraordinaire. Vous avez vu peut-être pour le Covid, au début, ils ont eu 200 morts. Parce que dès que la pandémie s'est manifestée, immédiatement, ils ont mis les moyens, et des moyens absolument considérables pour tester à peu près toute la population qui était testée. On testait dans la rue, on testait dans des cabines en verre montées rapidement. Et du coup, ils ont eu très très peu de morts par rapport à nous, par exemple. Donc ce pays, il est vraiment fascinant, mais il est aussi parfois inquiétant parce qu'on y vit difficilement. Alors pardon Jean-Claude. Non, ça va, très bien. Avant que Sandra n'intervienne, je ne sais pas si l'un de vous parle coréen, j'imagine que oui, mais le lit. J'aimerais bien que vous nous prépariez un petit extrait d'un livre, mais évidemment lu en coréen. Alors ça, je vais trouver mieux que nous. Mais il faut que je m'absente 2 minutes. Allez-y. Pendant ce temps, Sandra peut poser sa question.
Oui, merci. Votre passion est vraiment virale hein, pour la Corée, déjà. Alors, Jean-Claude est parti, donc il ne m'entend plus, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je connais pas grand-chose de la Corée, voire rien. Donc c'est passionnant. Mais à la fois, Jean-Claude disait aussi tout à l'heure que c'était quand même une niche éditoriale. Qui dit niche éditoriale dit quand même difficulté parfois à se faire connaître. Ma question, c'est voilà, quelle stratégie vous mettez en place pour faire connaître cette littérature, puisque c'est votre volonté première. J'ai vu que vous étiez quand même sur Instagram depuis 5 ans, je crois, maintenant, plus de 5 ans. Ce qui est beaucoup déjà. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux sont un soutien fort? Quel travail vous faites avec frères aussi peut-être pour mieux vous faire connaître? J'ai vu que vous faisiez aussi pas mal de salons. Voilà, ma question est celle-ci. C'est moi qui réponds, Julien, ou c'est toi où tu veux Je répondre? pense que là, tu seras plus à même de répondre en détail. Merci. Alors déjà, je ne savais pas que nous étions sur Instagram depuis 5 ans et pourtant, c'est moi qui ai ouvert le compte. Je pensais que nous étions très en retard justement sur les réseaux sociaux et ben non, on est en avance ou du moins pas loin. Alors en fait, oui, pour se faire connaître et faire connaître une littérature, en fait, on a joué sur un aspect un petit peu notoriétaire entre guillemets. Donc on s'appelle De Crescenzo et ça c'est grâce à mon père qui a sa célébrité, sa petite célébrité en Corée du Sud. Et avant de s'adresser à un public de lecteurs français et de libraires français, dont d'ailleurs je salue Clémence au passage, nous sommes dit comment déjà partir avec un avantage pour arriver sur le marché éditorial. Et cet avantage-là, on ne le calculait pas justement par rapport aux lecteurs, mais par rapport aux écrivains coréens et par rapport aux maisons d'édition coréennes. Et c'est ce qui nous a permis, dans un premier temps, d'avoir déjà une identité reconnue, une identité forte, une belle image, pour déjà acheter des droits. Parce qu'une maison d'édition qui vient d'émerger et qui n'a pas de notoriété, on peut considérer qu'auprès des Coréens, c'est quasiment impossible d'acheter. Ensuite, vis-à-vis du marché français, je crois qu'on a fait à peu près tout ce qui pouvait être fait. On a d'abord signé Volumen, un diffuseur-distributeur, sans avoir un seul livre au catalogue, ce qui était déjà un tour de force, juste sur la base d'un projet éditorial et du sérieux du projet éditorial et du travail effectué en amont. Ensuite, on a essayé de travailler la grande presse. Là, ça passe par de la pige, tout simplement, c'est-à-dire identifier qui fait de l'article sur la littérature asiatique, puisque la littérature coréenne, il n'y en a pas beaucoup, qui fait ensuite tel registre littéraire, donc de la littérature blanche ou de la littérature noire ou de l'essai ou de la poésie. Et puis, on a commencé à travailler, alors au tout début, pareil, des blogs. Et là, je m'y suis collé ardemment. Et donc, j'ai essayé d'identifier, puisqu'on n'avait pas encore Instagram à ce moment-là et que les youtubeurs, du moins les booktubeurs n'étaient pas encore à l'aune, enfin n'étaient pas encore sortis et n'avaient pas leur capacité à démontrer et à exprimer les ouvrages comme ils l'ont aujourd'hui. Et donc, j'ai fait des piges encore une fois sur tout ce qui pouvait être blog. Donc, ça a été notre premier moyen, notre premier support, la communication libraire. J'ai fait à peu près 300 visites de librairie. Alors, pas dans toute la France, mais sur le littoral est avec de Paris, Strasbourg, Lyon, enfin je tire les gros traits, le sud de la France jusqu'à Nice. Et puis j'ai tenté de faire vers Montpellier, Bordeaux et un petit peu Toulouse, notamment sur les grosses librairies. Là, je songe, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, c'est une grosse erreur en tant qu'éditeur, à recommencer mes tournées éditoriales. Mais bien entendu, quand on est une petite structure, ça n'empêche pas que le travail et la quantité de travail est importante et qu'on ne peut pas se démultiplier. Qu'est-ce qu'on a tenté ensuite? Donc, on a beaucoup accentué dans un premier temps sur Facebook pour les réseaux sociaux. Donc, c'était un petit peu la gagne aux j'aime quand on ne maîtrise pas trop ça, cet outil-là, même si on connaît un peu la communication et le marketing. Et on a commencé à travailler, alors je dirais de manière très conventionnelle, mais à essayer de faire quelque chose. Et comme on avait un petit peu l'expérience, grâce à Colmadan, de faire venir des auteurs coréens, on a énormément travaillé sur des périodes très raccourcies, parce que quand on fait venir un auteur coréen, ça coûte énormément cher, ne serait-ce que pour le billet d'avion, l'hébergement et les déplacements après intranationaux, dirais-je. Et donc, on essayait de construire des micro-séminaires sur 4-5 jours faisant un planning de titan à nos Coréens, tout en sachant qu'ils viennent quand même visiter, ils ne viennent pas que travailler, donc il faut jongler avec les deux. Et donc, ça a été un petit peu notre manière de faire. Les salons, les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, Viadeo, Facebook, Instagram.
La presse, la grande presse, je dirais, même si on n'a pas toujours l'opportunité de passer chez tous, on n'a jamais réussi à passer chez Télérama, mais c'est un de mes objectifs. On a réussi à avoir France Culture, France Inter, on a réussi à avoir Le Monde littéraire, Libération. Je me bats toujours pour avoir Le Figaro. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas. Enfin voilà, donc on a tenté de faire ce genre de choses. Et puis pour moi, ça a été un leitmotiv. Alors c'est pas que le mien, ça a été celui de mon père, ça a été celui de Julien, parce qu'on participe tous les trois à la réflexion sur la communication. On a énormément tenté de jouer la carte du blogueur. Quand même le blogueur, il avait 300 followers, comme on dirait aujourd'hui, on voulait être présent. Parce qu'on se disait, lui, il joue sa carte, on lui envoie un livre, ça ne lui coûte rien, nous, ça nous coûte un livre plus les frais d'expédition, mais il va tenter de faire quelque chose, il a son libre arbitre, il peut nous démonter, il peut nous dire quelque chose de très beau sur notre travail et sur nos livres, mais on joue cette carte-là et ça sera le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et on continue de travailler un petit peu comme ça. On a, au fur et à mesure, essayé d'identifier des personnes dont on trouvait le travail intéressant. Et puis voilà, on est là et puis on parle avec certains, on travaille avec d'autres. La grande partie maintenant qui nous reste à développer, puisqu'on a 8 ans d'existence et 8 ans, en fait, c'est très peu pour un éditeur, c'est d'arriver à trouver des libraires exceptionnels qui sont prêts à s'emparer du travail qu'on fait et de dépasser un peu la frilosité que représente le nécessaire chiffre d'affaires pour nous mettre en avant, au même titre qu'ils mettraient en avant des Actes Sud, des Gallimard, des Belin, etc., etc. Voilà, il y en a qui le font et qui le font très bien. Et donc, je les en remercie. Et puis, j'ai envie d'en remercier beaucoup plus. Mais alors, pour ça, il faut que j'arrive à les convaincre de travailler beaucoup plus notre catalogue. Jean-Claude? Ah oui, alors je voulais, moi je peux lire en coréen bien sûr, mais quand même je voulais faire lire quelqu'un qui partage mes journées, parce que c'est la 4e comparse de la maison d'édition. Kim Hye-gyun, c'est ma femme, elle est professeure à l'université Aix-Marseille, et puis elle est traductrice. Elle était dans tout à fait autre chose, et donc je lui ai dit, viens, tu vas lire un petit morceau. Donc je ne sais pas comment elle va débarquer, mais on va tenter quand même. Magnifique. Bon, voilà. Une entrée de star. Langue coréenne. Bonsoir. Bonjour. 안녕하세요. Bonsoir. Bon, enchanté. Enchanté. Mais C'est un extrait du chant de la terre. oui, ça c'est un extrait de Chant de la Terre. Eh bien, je vais lire le dernier paragraphe de ce livre en fait. Voilà. 차도연의 마지막 문장은 다음과 같았다. 세상의 권력은 그들의 구별된 공간인 천산을 침범하고 파괴하여 카타콤으로 만들었다. 그러나 그들은 침범하고 파괴하는 권력이 행사되는 이 세상이야말로 카타콤의 다름 아님을 그들의 구별한 삶과 특별한 죽음으로 증거했다. 그들은 세상으로부터 부정되었지만 그 전에 세상은 그들에 의해 부정되었다. 세상은 그들을 버렸지만 그 전에 그들은 세상을 버렸다. 어떤 의미에서는 버려지는 것이 그들이 세상을 버리는 방법이었다. 세상은 더 이상 그들의 믿음과 소망을 간섭하지 않았다. Voilà. Merci. Elle parle vraiment bien coréen quand même. Hein. C'est avec Kim Hye-gyun et Franck et Julien qu'on a lancé la maison d'édition. Et puis on a traduit des livres et puis on a invité à peu près une 30aine d'écrivains coréens à Aix-en-Provence. Et puis tous les deux, en dehors de l'enseignement à la fac, on traduit des romans, et notamment ce roman qui nous plaît et qu'on porte en nous, qui s'appelle Le Chant de la Terre, dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà. Alors j'avais coupé le micro, mais je vous remercie et je remercie également votre femme. C'était un superbe cadeau que vous nous faites, donc merci. Merci Jean-Claude. Merci Anne, c'est à toi. Alors, rien, avec plaisir. Oui. Vous avez mentionné le fait que vous aviez justement traduit le roman dont on vient d'entendre un extrait. Est-ce qu'il vous arrive, à l'inverse, de traduire des romans français à destination des Coréens? Et d'une manière plus générale, j'aimerais savoir quels lecteurs sont les Coréens, s'ils sont intéressés ou pas par une littérature européenne ou
spécifiquement française. Est-ce que vous amenez avec vous dans vos bagages quelques livres français et si oui, lesquels? Alors, non, on ne traduit pas de littérature française vers la Corée. C'est un peu, je dirais pas que c'est un autre métier, mais c'est un autre type de traducteur qu'il faut de ce point de vue. Par contre, la place de la littérature coréenne française en Corée est absolument gigantesque, hein. C'est la littérature de référence. Alors, parfois, les références sont un peu anciennes, Sartre-Camus, par exemple, mais sinon, dernièrement, j'avais beaucoup d'échanges sur l'œuvre de Pascal Quignard, en coréen Pascal Quignard, et quand je cite, par exemple, cet auteur dans les textes que j'écris, les Coréens sont tout de suite intéressés par... et puis, parfois même, ils m'apprennent des choses sur la littérature française. C'était par exemple le cas avec un collègue critique littéraire qui m'a fait me souvenir d'un texte de Quignard, par exemple, que j'avais oublié. La littérature française est vraiment portée au pinacle, en quelque sorte. Et ils ont une révérence pour notre littérature. Alors, je ne dirais pas forcément très, très contemporaine, plutôt la littérature qu'on qualifierait, nous, de classique, ce qui est faux, elle est quand même contemporaine. Camus, c'est quand même du contemporain. Mais régulièrement, ils me disent alors, Solimani, est-ce qu'elle le vend beaucoup, par exemple? Je réponds que j'en sais rien, mais en tout cas, ils me citent le nom. Ils sont intéressés par Houellebecq, par exemple. Ils me demandent très, très régulièrement qu'est-ce que c'est Houellebecq, qu'est-ce que ça vaut, quelle est sa place en France. Et puis les traductions du français vers le coréen sont vraiment nombreuses. Alors évidemment, il y a les grands classiques de type Hugo, etc. Il y a d'autres auteurs qui sont difficiles à traduire en coréen. Je pense par exemple à Pierre Michon ou à Bergogneau. C'est des auteurs dont le style n'est pas facile à faire passer dans une langue qualifiée de agglutinante, c'est-à-dire une langue où il faut des éléments de connexion entre les mots pour comprendre le sens, à la différence de nous, même si le coréen est un alphabet. Hein. Cela étant, Pascal Quignard, avec ses néologismes, ça ne doit pas être simple à traduire. Hein. Ben, j'imagine aussi. Alors, je ne l'ai jamais lu en coréen, puis je ne connais pas les traducteurs qui ont fait ce travail-là, parce que c'est un moindre intérêt pour moi. Mais il y a peut-être, justement, à cause de son style, peut-être un peu plus de facilité de traduire un Quignard qu'un Michon. C'est un point de vue strictement personnel. Mais en tout état de cause, la littérature française en Corée, ah oui, alors ça, ils ne parlent que de ça. Hein. Bernard Werber, qui est très, très apprécié aussi pour parler des auteurs. Saint-Exupéry. Oui, bien sûr. Oui, alors il faut savoir, Julien a raison de le préciser, ça me fait un peu mal à la bouche de le reprendre, mais des auteurs comme Werber ou l'autre, là, qui vend énormément en France. Musso. Pardon, Musso, oui. Fait le même score en Corée, aux alentours d'1 million, 1,3 million d'exemplaires. Incroyable. Et d'accord. Ouais, Rita, surprenant, très surprenant. Alors, bonjour Jean-Claude, Franck et Julien. Bonjour. Alors, ma question vient en complément de celle qui vient d'être posée par Anne. Ça concerne également la partie traduction. Donc, je vois que vous avez d'ailleurs co-traduit, Jean-Claude, le Nina. D'ailleurs, c'est super puisque ça veut dire que connaître la langue ou encore mieux l'enseigner, ça permet de valider finalement les ouvrages traduits, que vous les traduisez ou non d'ailleurs. Et donc, ma question, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette partie-là, est-ce que vous avez des traducteurs avec qui vous travaillez régulièrement? Comment ça se passe globalement en fait? J'ai parcouru aussi en fait pas mal d'ouvrages et j'ai remarqué que c'était quasiment tout le temps co-traduit. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que ça permet de faciliter la tâche ou encore mieux de valider la traduction pour garder le sens du livre intact? Et puis enfin, juste entre parenthèses, on a eu la chance de rencontrer deux merveilleux traducteurs
dans le cadre des éditions qui sont organisées par Anthony. Et c'était formidable puisqu'ils ils nous ont ouvert leurs coulisses et puis ça nous a permis de, encore une fois, confirmer ce travail colossal qui consiste à faire tomber cette barrière de la langue. Voilà. Donc, du coup, je vous laisse peut-être nous expliquer un petit peu cette partie-là. Julien peut se joindre à moi parce qu'il… Oui, je me joindrai à toi, mais par contre, ça a beaucoup coupé de mon côté, donc je n'ai pas saisi toute votre question. Je suis désolé. Ah, d'accord. Je raconterai. Allô? Allô, tu es là? Oui. Alors, en fait, pour la co-traduction, c'est une pratique qui était autrefois exigée par les fondations les fondations coréennes qui aidaient à la traduction. Et ils partaient du principe qu'il n'y avait pas beaucoup de locuteurs coréens capables de maîtriser le français littéraire et, à l'inverse, pas beaucoup de locuteurs français capables de s'exprimer correctement en coréen, en tout cas dans un coréen littéraire. Et donc, ils ont inventé ce binôme qui fait qu'un Français, la plupart du temps, et un Coréen, ou une Coréenne le plus souvent, traduisent ensemble depuis de longues dates. Alors, il y a eu des traducteurs solitaires qui ont fait ça dans les années précédentes. On peut considérer que depuis les 15 dernières années, c'est systématiquement un duo qui traduit. La plupart du temps, le locuteur coréen fait le premier travail de débroussaillage et le travail du français, c'est de remettre dans un français littéraire. C'est une exigence de la part des Coréens qui n'est pas certaine de continuer parce que au fur et à mesure que les études coréennes à l'université prennent de l'ancienneté, nous avons des étudiants qui parlent de mieux en mieux le coréen. Vous devez savoir qu'il y a très peu d'universités dans lesquelles il y a des enseignements de coréen. On les compte sur les doigts de la main en France. Il y a donc très peu de profs. Il y a encore moins de cours spécialisés de traduction du coréen. Et il y a également des volumes horaires d'enseignement du coréen qui sont relativement faibles. Autrefois, pendant 15 ans, quand j'ai créé les études coréennes à Aix-Marseille, nous n'avions que 3 heures d'enseignement de coréen. Ce n'est pas avec 3 heures d'enseignement de coréen qu'arrivé en master, on peut traduire un ouvrage de littérature coréenne. Tout ceci est en train de changer. Par exemple, à Aix-Marseille, maintenant, on a entre 7 et 9 heures de coréen par semaine avec des cours de traduction. Et donc, inévitablement, on peut considérer que dans les mois, les années à venir, il y aura des traducteurs solitaires qui pourront traduire des ouvrages de littérature coréenne. Stéphanie? J'ai tout répondu. Ah, d'accord. Parfait, merci. Oui, alors moi j'ai une question sur le tournant que vous semblez avoir pris les derniers temps, parce que j'ai lu aussi chez vous Hesperia de Frédéric Messala, qui s'intéresse en fait à la guerre de Troie, enfin les suites de la guerre de Troie avec Énée notamment, qui s'installe donc en Italie. Et du coup, j'ai pas du tout vu le rapport avec la Corée, et je me suis demandé en fait ce que cette publication elle venait faire là, ou alors vous avez pris un tournant et on n'était pas forcément au courant, ou bien c'est une excentricité, je ne sais pas. Donc, si vous pouvez nous expliquer, ce serait intéressant. En fait, on a fait un peu comme le 8, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs virages pour revenir un peu sur nos pas. On parlait de politique tout à l'heure et de thématiques à défendre ou à présenter. Et c'est un peu ce qu'on a cherché à faire en ouvrant de Crescendo Éditeur à d'autres littératures. Mais à d'autres littératures, je dirais, dont la ligne éditoriale resterait fermée, confinée, je n'ai pas d'autres mots, pardon, pour l'instant qui me viennent à l'esprit, dans certains thèmes, écologie, éthique, politique, comment mieux vivre en tant qu'être humain finalement. Et donc, on a démarré cette ouverture par de la fiction. C'est une collection 710 que j'appelais fut un temps marque éditoriale, mais qui est redevenue une collection. D'ailleurs, on lui a donné un logo différent, un format différent, etc.
c'était un petit peu le moyen de sortir de ce que nous étions tout en restant ce que nous sommes. C'est-à-dire De Crescenzo éditeur, finalement, reste ce qu'il est en proposant de la littérature asiatique. Il continuera à faire de l'essai, il continuera à faire de la fiction. Et puis, on a fait 710 à côté qui, elle, va se permettre de faire des auteurs de tout pays, mais dont le thème conviendra à ce qu'on a envie de défendre et de proposer dans le futur. On parlait de Carré Poche tout à l'heure aussi, c'était également un moyen pour nous, parce que Carré Poche, pour l'instant, on a 4 titres au catalogue, mais c'est 4 titres de littérature coréenne. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par la littérature coréenne et qu'on publie d'abord le brochet avant d'arriver au format poche. Et donc, Carré Poche, ça sera également le moyen pour intégrer les rayons des librairies qui ont des rayons exclusivement consacrés aux poches, mais proposera du coréen, du français, du brésilien, puisque ce sont le français et le brésilien, les 2 prochains titres que nous avons. Donc, ce n'est pas vraiment une excentricité, puisque c'est assez réfléchi, mais c'est un moyen malgré tout de garder notre identité de spécialiste des littératures coréennes, tout en ayant une possibilité d'ouverture à travers une autre collection, une autre marque éditoriale. Ça ne se retrouve pas, par exemple, ce découpage, cette scission entre guillemets dans le site internet, puisqu'il est pour l'heure mélangé, mais c'est un travail qui est en cours aujourd'hui, c'est-à-dire de vraiment de donner son identité propre à la collection, puisqu'un jour elle aura d'ailleurs son autonomie, elle pourra devenir une maison d'édition à part entière, mais pour l'instant c'était un moyen pour nous de trouver une autre modalité d'expression, d'autres thématiques à proposer, tout en conservant l'image que nous avions auprès du lectorat et de la librairie. Donc c'est presque, je dirais, du positionnement marketing un petit peu réfléchi, tout en permettant de garder notre identité. Je ne sais pas si ça répond bien et je pense que mon père aurait autre chose à dire en plus là-dessus. J'attends sa réaction. Alors, il n'est pas coupé. Avant d'entendre la réaction de Jean-Claude, on a pour habitude de prendre une petite photo de groupe avant de poser les autres questions. Comme ça, ce sera fait. Et je n'oublierai pas parce que ça m'arrive régulièrement. Alors voilà, on y va. 1, 2. C'est bon, super. C'est noté. Merci. Jean-Claude? En fait, pas grand-chose à rajouter. Il y a, vous savez très bien, quand il y a les éléments, les effets de transmission, il ne faut pas que ceux qui ont pris la suite marchent dans les pantoufles de ceux qui étaient là avant. Donc, il est absolument naturel que moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature coréenne et la littérature française, évidemment. Dans le prochain livre que je vais publier, il y a une grande place pour la littérature française. Il est tout à fait normal que Franck, prenant la direction de la maison avec Julien, mettent leur empreinte et offrent une diversification que je trouve à la fois nécessaire un peu sur le plan du marché et compte tenu des ventes, et puis d'un autre côté de ne pas faire ce qu'a fait le père quand il a commencé. Il y a des éditeurs qui travaillent entre père et fils. Vous avez l'Asiatech, par exemple, si vous les connaissez, parce qu'ils publient beaucoup de manuels de langue asiatique et puis de la littérature coréenne aussi. Ils sont dans la même perspective. Il y avait les parents qui étaient là, que je connaissais bien, et puis maintenant, il y a le fils qui a repris la suite et qui mène sa touche. Je pense que pour la diversification, et compte tenu de ce qui se fait en matière de diffusion de la littérature coréenne, il y a 2 éléments que je trouve importants. Le premier, c'est de ne pas laisser la littérature coréenne dans un ghetto littéraire. Alors qu'au début, on pensait que le ghetto était nécessaire puisqu'il fallait, de mon point de vue, faire remonter le marché global. Quand on a créé la maison d'édition, on s'est dit entre nous, vous allez voir, beaucoup de gens nous suivront. D'ailleurs, il faudra peut-être nous qu'on cavale un peu plus vite parce qu'il y a des gens qui vont mettre le paquet pour la littérature coréenne, et notamment en 2016, quand il y a eu au Salon du Livre de Paris l'année spéciale Corée. Mais mon idée, c'était il faut faire monter le marché général. Il faut que beaucoup d'éditeurs publient de la littérature coréenne, et c'est le rôle de Keulmadan, la revue de littérature. Et quand nous, on va arriver en tant qu'éditeur sur le marché en proposant des textes coréens, inévitablement, des gens nous imiteront parce que la vie est comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais une fois que l'image est installée, une fois que la marque est posée, une fois qu'on connaît notre travail, même s'il reste encore beaucoup de boulot pour le diffuser, il est tout à fait normal que les jeunes qui arrivent, Julien et Franck,
Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont plus jeunes que moi. Et donc, il est tout à fait normal qu'ils arrivent, mettent leur empreinte, proposent leur vision de la littérature, la vision des textes, etc. Et moi, je me contente de jouer le vieux grincheux de temps en temps parce que il ne faut pas se priver de ce moment de jouissance qui consiste à dire ah, de mon temps. Non, non, en tout cas, je partage à 100% la stratégie qu'ils ont mis en place et je souhaite vraiment beaucoup de succès à cette stratégie. Même si ce n'est pas des textes que moi je lirai ou jouerai en tant que préférence. Je suis extrêmement sectaire en littérature. Je crois que je dois avoir 5 auteurs de référence et le reste me fatigue, mais je les lis mot à mot. J'aurais voulu réagir à ce qu'avait dit la dernière intervenante. Je suis désolé, j'ai oublié votre prénom. Mais vous avez lu Hesperia, donc? Et vous disiez avoir été surprise. Oui, j'ai lu Hesperia. Et comme ça ne se passe pas en Corée, déjà, forcément, j'étais un peu surprise. Et je ne voyais pas le rapport avec la ligne des autres romans. Donc, évidemment, je me suis doutée qu'il y avait une nouvelle stratégie dans la maison d'édition, mais je me demandais justement pourquoi celui-là, par exemple, parce que du coup, c'est l'Antiquité, donc on est vraiment non seulement très éloigné géographiquement, mais aussi dans le temps. Et voilà, j'ai lu, il n'y a pas de problème, je lis tout, mais je me demandais justement dans la maison d'édition ce qui avait justifié ce choix-là en particulier. Alors, je sais qu'on est là pour répondre aux questions et pas pour en poser, Jean-Claude et Franck et moi, mais est-ce que ce serait indiscret de vous demander, exception faite de notre ligne éditoriale, finalement pour le texte en lui-même, ce que vous en avez pensé, vous? Alors, si j'ai bien compris, c'est juste un premier tome, donc je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 qui sont encore prévus derrière. Mais moi, j'ai trouvé ça très… comment? 3 peut-être? Non, 2 en tout, pardon. 2, d'accord. Et alors, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle langue, très classique, et qu'on retrouvait vraiment l'atmosphère de enfin, je n'ai pas vécu à l'Antiquité, mais disons que ça ressemblait très fortement à ce qu'on peut s'imaginer de l'Italie à cette époque-là, qu'on sentait les odeurs, voilà, les sensations en fait qu'on imagine très bien. Donc, j'ai trouvé ça très beau, et en même temps, ce qui m'a manqué un peu, c'était, si je peux te dire les choses vraiment très honnêtement, et peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions, enfin disons pas autant que ce à quoi je m'attendais. Et je me suis dit que c'était peut-être dû au fait qu'on était justement dans un premier tome et que le deuxième allait permettre peut-être de donner un peu plus de souffle, peut-être. Donc j'ai trouvé ça beau et classique et intéressant, et je me suis dit, bon, ça se voit que c'est pas tout à fait achevé. Et comme c'est un tome 1, a priori, c'est logique, hein, donc voilà. Très bien, je vous remercie. Et ça sera le cas dans le tome 2, pardon. Je coupe, mais ça sera le cas dans le tome 2, il y a plus d'action, bien entendu. Il sera peut-être plus guerrier, le tome 2. Qui est déjà finalisé d'ailleurs? Non. Encore. Il sera prêt, on va dire, fin d'année pour une commercialisation, si tout va bien, sur le premier trimestre 2021, mais avec la période actuelle, c'est un peu compliqué quand même. Donc, on réfléchit. Mais plus guerrier, c'est ce que j'attendais en fait dès le premier. Et disons qu'on sort quand même de la guerre de Troie, c'était déjà très guerrier. Et on ne l'a pas, la guerre de Troie, mais je m'attendais à ce que ce soit quand même, dès le premier tome, en fait, quelque chose qui soit central dans l'intrigue. Le fait de s'installer, en fait, de choisir une terre, d'élire une terre, de s'installer. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus justement de combats ou de choses comme ça. Mais si ça vient dans le tome 2, j'attends le tome 2. Oui, soyez rassurés. Valérie? Bonsoir. J'avais une question Bonsoir. sur la langue. On t'entend pas, on t'entend très faiblement, Valérie. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux si je mets le micro? Est-ce que ce sera plus simple? Vous m'entendez? Ouais, parfait. Voilà. Ça y est, tu viens de nous crever un tympan. C'est bon. Ok, excusez-moi. Moi, je voulais poser une question sur la langue coréenne. Quelle est sa spécificité? Je ne suis pas une spécialiste des langues étrangères, mais on sait que, par exemple, le chinois s'exprime d'une certaine façon, le japonais d'une autre. Qu'est-ce qui caractérise la langue coréenne?
est-ce qu'elle a une identité très marquée ou bien c'est un vecteur qui se traduit facilement est-ce que c'est une langue asiatique parmi d'autres ou bien elle a vraiment une personnalité très forte et comment est-ce que ça se traduit au niveau de l'écriture? Alors oui, bien sûr, c'est une langue à part dans le dispositif linguistique en Asie. C'est une langue qui ne ressemble à aucune autre. Elle est de la tradition ouralo-altaïque et c'est un alphabet. Donc, en règle générale, un alphabet, ça prend relativement vite, 26 lettres. On peut les rapprendre. On peut dire, par exemple, que les étudiants, au bout du premier cours, deuxième cours, arrivent à peu près à écrire leur prénom. Pour ce qui est de sa particularité, c'est qu'on la qualifie de langue agglutinante, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des marqueurs de sujets, de compléments, etc., pour lesquels il faut des petits dispositifs supplémentaires qui se mettent en relation avec le complément ou avec le sujet, parce que le verbe finit la phrase en coréen, c'est le verbe qui est terminal. Et donc, on a le sens quand on arrive au bout. Cette particularité fait que lorsqu'on traduit, il faut penser un peu à l'envers, parce que si on suit la phrase comme dans son ordre logique, on risque de ne comprendre que tardivement. Par contre, d'un point de vue littéraire, est-ce qu'il y a une marque spéciale de la littérature coréenne? Tous les traducteurs, notamment français, vous répéteront que les répétitions dans le texte coréen sont absolument nombreuses. Or, vous savez qu'en France, la répétition est considérée comme un manque de goût, un manque de vocabulaire, et nous avons une palette d'adjectifs, de synonymes, pardon, pour dire la même chose. Le coréen n'hésitera pas à répéter dans la même page 3 fois la même idée, et nous, quand on lit, on a envie de dire, bon, ok, j'ai compris, on peut passer à autre chose. Mais le coréen va répéter parce que dans chacune des nuances, un mot va changer, un morphème va changer, et on va avoir une sensation un tout petit peu différente. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit l'auteur et on répète au risque d'énerver le lecteur français qui va dire ce que j'ai dit tout à l'heure? Ok, on a compris. Ou bien au contraire, faut-il respecter le texte coréen et amener les nuances qui sont suffisantes pour que le lecteur pense bien qu'il y a une autre idée derrière la répétition? Ça fait partie des choix que nous sommes constamment obligés de faire. Deuxième grande particularité, beaucoup d'onomatopées en coréen qui balisent le texte. En règle générale, on utilise, nous, dans le texte français, très peu d'onomatopées, si ce n'est bang, pong, etc. Mais on a un registre relativement limité, ou en tout cas qu'on limite volontairement. Le coréen a recours à l'onomatopée comme étant un élément du texte. Alors cet élément du texte, faut-il le sortir en tant que tel, puisque les onomatopées, justement, Kim Hye-kyung, qui a lu le texte tout à l'heure, elle a fait un article sur la traduction des onomatopées. Faut-il les considérer en tant que telles, ou au contraire, faut-il les franciser, au risque de les rendre un peu ridicules? En Corée, la nuit, les chats, pas tous les chats sont gris, ça n'existe pas, tous les chats sont gris la nuit, ça ne marche pas. Il faut reprendre la formule coréenne qui parle d'un rat et qu'il faut remettre dans le bon sens. Ce sont des particularités qui font à la fois le charme de la littérature coréenne et puis parfois un peu la difficulté quand on se pose toutes les questions que se posent les traducteurs. Là, j'invente rien. Il y a aussi des anglicismes qui apparaissent volontiers. Alors maintenant, oui. Qui apparaissent de plus en plus volontiers et qui peuvent donner un aspect traduit en français justement moins littéraire, alors que le coréen s'embarrasse finalement assez peu de ça. Et j'ai cru comprendre dans votre question, est-ce que c'est un pays littéraire? Mais peut-être je retarde. Non, non, c'était pas vous. En fait, non, moi comment vous dire? J'avais l'impression que, enfin, peut-être que dans d'autres pays asiatiques, la langue parle par l'image, beaucoup par analogie ou par voilà des choses que l'on exprime, mais pas forcément littéralement, mais voilà en les transposant sur autre chose. Et je voulais savoir si la Corée avait aussi cette tradition. Ou pas, ou si c'était une langue qui est beaucoup plus directe, qui s'embarrasse pas d'images inutiles.
Non, non, ce sont des textes qui sont très souvent imagés. Je me rappelle même que le premier texte que nous avons tenté de traduire il y a une vingtaine d'années de ça, on a renoncé parce que les images, on a dit, mais ça va être l'enfer que de transposer les images coréennes dans la littérature française. Et sincèrement, et lâchement d'ailleurs, on a renoncé à traduire ce texte-là. Il y a une présence de l'image, de la métaphore qui est forte. Il y a une présence de la culture coréenne dans le texte qui est également très forte, et appuyée aussi par le fait que dans les fameuses répétitions que je soulignais tout à l'heure, il y a des nuances. On en discute très souvent avec ma femme quand on traduit. Je dis, mais bon, là, on répète encore. On me dit, mais non, mais il faut le traduire un petit peu comme ça parce qu'il y a encore un petit changement. Il y a un mot qui a changé dans la phrase. Ça apporte un sens nouveau. Moi, je ne le vois pas toujours, mais quand on discute et qu'on s'explique, on se dit, bah oui, c'est vrai, il y a une nuance. Après, la question, c'est on le fait passer ou on ne le fait pas passer. C'est une langue qui est excitante à parler. Elle est difficile, elle est excitante à parler. Elle est considérée comme une des langues d'avenir dans le monde. D'ailleurs, il y a une tribu en Indonésie qui n'avait qu'une littérature orale et une langue orale, et qui a choisi la langue écrite coréenne pour échanger administrativement dans le pays qui n'a rien à voir avec la Corée, c'est l'Indonésie. C'est une langue qui est récente, 15e siècle, et elle est venue parce que la langue en cours à cette époque-là était considérée comme la langue noble, c'est-à-dire la langue des caractères chinois, et les lettrés n'utilisaient que les caractères chinois. Et lorsque la langue coréenne écrite sur décision d'un roi a été mise au point par une commission, les lettrés n'ont pas voulu l'utiliser au motif que c'était une langue trop féminine. Alors, je ne sais pas ce qu'est une langue trop féminine, mais les lettrés confucéens, droit dans leurs bottes, ont dit non, cette langue-là, on ne peut pas l'utiliser pour la littérature ou pour les échanges royaux, administratifs, etc. Et sauf qu'elle a été un des moyens de la libération des femmes qui ont pu aussi apprendre à lire et à écrire dans les écoles un peu plus tard, puisqu'elles étaient interdites d'éducation. Nous sommes au XVe siècle, je vous rappelle. Donc cette langue, elle a une histoire, et une histoire littéraire tout aussi forte. Elle est difficile à apprendre, mais magnifique à parler, magnifique à lire. Et évidemment, nous, lecteurs français, quand on lit du coréen, si on est constamment en référence au français, on risque d'avoir du mal. Là, pour le coup, vous savez bien, pour lire une langue étrangère, il faut abandonner ce que l'on est, ce que l'on pense, etc., pour s'immerger complètement dans le texte. Et donc, les auteurs jouent également avec ça. Il y a des auteurs qui travaillent beaucoup sur des jeux de mots, sur des inversions de syllabes, sur des manières d'intégrer des chiffres à l'intérieur d'un auteur, par exemple, comme Yi In-sung. On a publié 2 titres, Franck. Oui, 7 méandres pour une île et Saison d'exil. Voilà, c'est un auteur qui joue énormément sur la langue, sur ce qu'il peut en faire, y compris d'un point de vue graphique. Donc, il y a une richesse d'expression linguistique qui est forte, qui n'a rien à envier aux Japonais ou aux Chinois de ce point de vue. Rita? Merci. Voilà, c'est bon. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Alors, j'ai une question, en fait, je reviens sur les publications et plus précisément sur le choix des ouvrages. Est-ce que ce sont des textes qui vous arrivent directement de Corée et que vous effectuez la sélection vous-même? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un comité en Corée. Est-ce que ce comité intervient pour effectuer la sélection en amont ou du moins y contribuer comment se passe comment vous faites cette sélection des textes que vous choisissez de publier? Vous allez à Francfort. J'y suis allé, effectivement. C'est pas là qu'on trouve le plus de textes coréens, même si les Coréens, les Sud-Coréens, les éditeurs sud-coréens, sont présents. Je dirais il y a plusieurs axes pour trouver du texte, mais ça a un petit peu évolué avec le temps. Il y a le tout début où nous recevions pas mal de manuscrits de la part des écrivains, des traducteurs ou des organismes coréens qui avaient déjà eux-mêmes par le passé subventionné des textes mais qui n'étaient pas encore achetés par des éditeurs francophones.
Il y a eu la période, enfin c'est des périodes qui se chevauchent, hein, mais il y a eu la période où c'était directement les écrivains qui nous envoyaient des textes. Et puis, se professionnalisant, ce sont les éditeurs coréens qui ont commencé à communiquer auprès de nous pour nous proposer des manuscrits. Et puis enfin, parce qu'on voulait quand même avoir une capacité de choix beaucoup plus étendue, on s'est mis à pratiquer ce que j'appellerais du sourcing, c'est-à-dire d'aller chercher nous-mêmes à la fois chez l'équivalent de la Fnac qu'on appelle Kyobo en Corée du Sud, qui est le plus gros vendeur de livres en Corée du Sud, ou alors auprès des éditeurs, mais par leur newsletter, par leur nouveaux programmes, etc. On est allé se chercher nous-mêmes quelques titres. Alors pour ça, on sollicite des Sud-Coréens qui vont faire du défrichage et nous faire des comptes rendus très sibyllins, mais très bien argumentés, avec des appréciations de la part des avis de lecteurs coréens, etc. Et puis nous, derrière ça, on commence à lancer nos perches pour obtenir les manuscrits en coréen ou pour obtenir des traductions déjà faites ou pour obtenir des extraits anglais. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Donc, il y a plusieurs axes pour obtenir les textes. Il y a une démarche proactive et puis il y a une démarche passive où on reçoit et puis après, on fait notre propre sélection. Le comité de lecture dont vous parliez, pardon, je t'ai coupé, mais le comité de lecture dont vous parliez nous propose également des textes puisque eux-mêmes sont très implantés dans les milieux d'écrivains ou d'éditeurs ou de critiques littéraires. Justement, par rapport au nombre de manuscrits que vous recevez, est-ce que vous commencez à recevoir des manuscrits français depuis… Oui. Oui, ça y est. Alors, ça a pris énormément de temps. Donc, quand on a commencé à penser la collection 710 et même à penser le poche, on ressentait énormément de frustration parce que quand vous écrivez littérature coréenne partout, il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a envie de se faire publier vous envoie un manuscrit. Donc, c'est par l'intermédiaire, je dirais, de tout ce qui est salon du livre où on commençait à lancer l'idée auprès de gens, puisque dans les salons du livre, il y a énormément de personnes qui passent, notamment au salon de Paris, pour remettre un manuscrit. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est lancé. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus, sous la caution de Julien, comment on a reçu Esperia. C'est une candidature spontanée, si on peut dire. Frédéric Messella nous a directement envoyé son manuscrit. Et lui, je crois qu'il nous avait connus directement en librairie. Je crois. Ce n'était pas sur un salon qu'il avait. Voilà, donc oui, on en reçoit. Alors, pas autant qu'un éditeur qui a de l'ancienneté dans la littérature française, mais on en reçoit. Et on espère en recevoir encore plus bientôt. Anne ? Alors, ma question vient d'être posée puisque c'était celle qui concernait justement le nombre de manuscrits que vous receviez ou la façon dont vous les receviez. Mais alors j'en ai une autre qui est, quelle est votre prochaine sortie? Quel est le livre dont vous aimeriez qu'on lise et qu'on parle dans les semaines ou mois à venir? Alors, en littérature coréenne ou peu importe? Oui, en littérature coréenne. Alors, là, il y a Le Chant de la Terre dont on parlait tout à l'heure qui sort donc le 27 juin. Donc, nous sommes pas le 27, le 26, donc vendredi, qui est sorti vendredi, ou qui va arriver du moins lundi en librairie, puisqu'entre la sortie et la logistique, il y a un petit temps. Donc, ça, c'est vraiment un roman que j'ai envie de recommander. D'abord parce que bien que l'auteur ait eu un succès d'estime auprès de Zulma avec une vingtaine de milliers de ventes de La vie rêvée des plantes, c'est un auteur qui après est passé chez d'autres éditeurs, type Serge Safran ou chez nous, et qui n'a pas rencontré le succès qu'il mérite. Donc c'est vraiment un livre, puis je connais bien les traducteurs, donc j'ai envie de pousser Le Chant de la Terre, parce qu'en termes de qualité littéraire, en termes d'univers de l'auteur, tout est là, tout est présent et tout est qualitatif. Pour le futur, on a donc Julien Paolucci, Julien qui est là, qui va traduire bientôt un futur thriller qui s'appelle Saigon Night, mais je ne peux pas encore en parler puisque ce ne sera pas avant au moins un an. Et puis, on a un livre qui s'appelle Défloration qui va être traduit par un autre couple de traducteurs qui devrait intervenir, si tout va bien, je pense en février. Donc, Défloration, comme son nom l'indique, c'est l'émergence à la sexualité d'une jeune femme coréenne. Donc, c'est des sujets qui sont très, très peu abordés dans l'univers romanesque et fictionnel coréen. Donc, on verra une fois traduit ce que ça donnera. Peut-être tu peux parler, Franck, de Monciloni, peut-être. Ah, Monciloni, pardon, je l'oubliais celui-là. Alors oui, Monciloni est totalement contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure où il ne faut pas ouvrir de nouvelles collections. Là, alors, sans être une collection, en fait, c'est l'arrivée dans l'univers de la jeunesse. Alors, de la
de la jeunesse presque adulte, hein, on pourrait qualifier ça de young adulte, mais c'est l'arrivée d'un classique coréen contemporain, traduit en français par Jean-Claude de Crescenzo et Mi Park, en librairie, nous l'espérons en février. Donc c'est l'histoire en gros, je vais laisser parler Jean-Claude de Crescenzo d'ailleurs. C'est une gamine qui s'est fait bousculer par son beau-père et se fait déboîter le genou, va devenir boiteuse. Et nous ne sommes pas dans la guerre de Corée. Elle perd sa mère, puis ensuite sa belle-mère. Son père est totalement déficient. Elle a 12 ans et elle doit s'occuper de sa petite sœur qui a quelques mois, puisqu'elle vient de naître. Et puis ensuite, l'histoire, c'est jusqu'à 2 ans. Après, il y aura vers la fin, c'est une adulte. Alors, c'est un livre qui... Pardon ? Quelle chanceuse. Quelle chanceuse, oui. Alors, c'est un livre, on chiale à chaque ligne, évidemment, parce qu'il y a une autre particularité, c'est que les Coréens sont extrêmement romantiques. Hein, vraiment des romantiques à tout craindre. Et donc, c'est un livre qui, en Corée, dès que vous donnez le nom à un Coréen, il pleure déjà avant même que vous ayez fait votre phrase. A dit, ah oui, oui, ce livre-là, c'est quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est en quelque sorte un archétype des souffrances de la guerre de Corée. La guerre de Corée, je vous rappelle, c'est une guerre civile, hein, c'est-à-dire une moitié d'un pays qui se bat contre l'autre moitié du pays. C'est donc une guerre civile. Et cette guerre civile, elle a fait... Alors, toutes les guerres sont inutiles, mais celle-ci est encore plus inutile, puisque de tous les côtés, tout le monde a gagné et tout le monde a perdu en même temps. C'est vraiment match nul, balle au centre. Et quand on voit il n'y a pas les horreurs de la guerre, là, on entend de temps en temps, il y a une phrase, on entend un coup de canon, mais c'est tout. Mais par contre, c'est la vie au quotidien, trouver la nourriture, trouver de quoi manger, vivre dans des huttes, dormir par terre, etc. C'est vraiment du tir aux larmes. Mais c'est du tir aux larmes qui, en même temps, est une réalité. Quand on connaît la Corée, on voit bien que ça n'est pas si romancé que cela. Et donc, on se dit, ah bon, mais ça a existé comme ça. Et ce livre-là, il fait vraiment partie du patrimoine littéraire coréen. C'est d'ailleurs un musée qui nous a demandé de le traduire, le musée de ce texte-là. Hein. En Corée, ils ont des musées littéraires, ils ont des maisons littéraires comme nous, des maisons d'écrivains, mais ils ont des musées littéraires et parfois, ils ont des musées sur une œuvre. Et là, dans le cas très présent, ils ont un musée sur un livre, parce que je connais pas, j'ai pas fouillé, mais je connais pas d'autres livres de cet auteur. Et donc, ils nous ont demandé de le traduire là aussi par esprit participatif à la culture et à l'amour de la Corée. On l'a fait bien volontiers parce que c'est un livre référence. Et je pense que pour les jeunes ados, si ça pouvait de temps en temps leur montrer qu'il existe quelque chose d'autre, que des souffrances n'ont pas été uniquement des souffrances inventées et que nous, on a échappé à tout ça, fort heureusement, sauf pour ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, eh bien, je trouve que c'est pas mal. Et l'avantage, c'est que, pour le coup, Franck a parlé des young adultes, c'est un livre qui peut se lire en compagnie des parents, enfin des parents de la maman le plus souvent, il faut bien reconnaître de nos jours. Il n'y a plus que les femmes qui lisent. Et côté non coréen, justement, Franck, sur les prochaines parutions, au moins jusqu'à fin 2020? Alors, jusqu'à fin 2020, on a le 6 octobre, en fait, un polar, donc un thriller brésilien qui s'appelle Rubis sur l'ongle, de Marcelo Rubens Paiva, qui devait sortir avant le confinement, c'est ça, hein? Alors oui, parce que si on vient à parler du confinement, effectivement, il devait sortir de mémoire en mai, fin mai ou début juin. Je ne me rappelle plus les dates maintenant, vu que tout est décalé. Et donc, il a été repoussé à la demande de la diffusion de distribution, puisque les libraires verrouillent un petit peu parce qu'ils ont eux-mêmes eu du mal pendant la période. Donc, on l'a repoussé au même titre qu'Hesperia. Donc, chacun, un dans le rayon de thriller, un dans le rayon littérature blanche, au 6 octobre. Donc, ça sera notre premier polar politique brésilien, donc traduit du brésilien. Faut-il que je raconte l'histoire? Non, c'est un peu bloc, il faudra aller la découvrir. Ok. Non, je plaisante. Pardon? Vas-y Franck, vas-y. D'accord. Donc en fait, c'est Flavio qui est un fils de Premier ministre brésilien qui vit à New York, qui fait à peu près
tout ce qui peut se faire d'interdit par la loi dans cette belle ville de New York, à part tuer. Et puis, il retrouve une nuit, ou plutôt un matin, dans une chambre d'hôtel, la tête d'une femme avec qui il a passé la nuit. Et donc, il part en cavale, il part et il se met à fuir en tentant de prendre l'avion, partant de New York, rejoignant un pays d'Amérique latine avant d'atterrir enfin au Brésil. Et donc, s'ensuit toute une dénonciation, puisque c'est aussi un peu l'axe qu'on recherchait dans le dénoncer les abus politiques au Brésil, avec notamment la notion de corruption, mais un peu cette fiction-là avec comme axe le polar et comme excuse le polar de dénoncer en quelque sorte tout ce qui peut se passer au Brésil actuellement. Alors, ce n'est pas un livre qui est très récent, c'est un livre qui a une quinzaine d'années, mais c'est un roman écrit par, donc, je disais, Marcelo Rubens Paiva, qui est lui-même le fils de Marcelo Rubens, qui était un politicien de gauche qui avait été enlevé dans les années 60-70, qui a été torturé, qui a disparu corps et biens. Donc, c'est un auteur qui est vraiment ancré dans une réalité un peu critique et qui a vraiment toute la palette de l'auteur journaliste, puisqu'il est également journaliste, pour dénoncer à travers ses œuvres les méfaits, entre guillemets, du gouvernement brésilien. Stéphanie? Oui, moi j'ai une question pour Jean-Claude, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous aviez 5 auteurs de prédilection, et donc je voudrais savoir lesquels. Qui ne sont évidemment pas Guillaume Musso et… Ton frère. Pour la littérature française, je lis Quignard, Misson, Bergogneau, principalement. Et puis, si on l'étend aux étrangers, beaucoup Kafka. Pour la Corée, je lis évidemment plusieurs livres, mais là, on parle de ce que j'aime. Pour beaucoup, Lee Sang-woo et un autre auteur que je pense être un des meilleurs écrivains de Corée. C'est un auteur difficile qui s'appelle Lee In-sung. On a publié 16 ans d'exil et 7 méandres. Et 7 méandres pour une île, traduit par Jean-Belmin Noël. Si son nom vous dit quelque chose, c'est un des grands critiques littéraires français, et qui est un de ceux qui ont abordé les questions de psychanalyse de la lecture. Et puis, avec ces deux auteurs coréens, j'ai très souvent un peu mon contentement parce que c'est des livres qu'on peut lire et relire en permanence. Or, vous savez que quand on avance en âge, on ne lit plus beaucoup, on relit surtout. On relit, par exemple, là, en ce moment, Kafka, que j'ai lu tout au long de ma vie. Je le relis à nouveau. Et c'était ces auteurs coréens. En fait, c'est tout à fait personnellement, et peut-être que c'est contre-productif ce que je vais dire, mais je ne suis pas très attaché aux intrigues. Les histoires, ça me fatigue vite. Au bout du troisième personnage, je ne sais plus qui fait quoi. Et donc, je me centre pour beaucoup sur la qualité du texte, la qualité de l'écriture. Et il faut que l'écriture m'emballe et m'amène à un ailleurs et puis m'invite à imiter quand moi-même j'écris mes textes. Donc, je suis un peu, comme on dit, sectaire hein, de ce point de vue. Je ne suis pas l'homme le plus ouvert en matière de littérature et je le revendique parce que nous sommes dans un univers de signes tellement évanescent, tellement fluorescent qu'au fond, une histoire chasse une autre. Et que reste-t-il au bout? Bien, ce qui reste, c'est un style, c'est un livre qui vous transforme. Si, quand vous lisez un livre, vous n'avez pas le sentiment que vous avez un changement intérieur, il faut le bazarder derrière vous, comme faisait Dernalier dans ses émissions de télé, parce que ce livre ne vous apporte rien. Mais quand vous arrivez à la fin d'un livre et que vous dites bon, là, vraiment, demain ne va pas être pareil parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la lecture de ce livre, alors vous pouvez considérer que c'est un grand livre. Ces Bataille qui disait si vous n'avez pas le sentiment que votre livre est utile, faites autre chose, passez autre chose. Et un ami écrivain dit aussi si le livre ne vous transforme pas, ben, faites du badminton ou du tennis, c'est tellement plus amusant. Donc, je préconise cette littérature, c'est cette littérature que j'aime. C'est pour ça que, entre nous, je ne suis pas un très bon éditeur. Il vaut mieux faire confiance à Franck. On peut censurer? On peut couper. D'accord, merci au montage. Et justement, en parlant d'absence d'histoire, est-ce que Modiano fait partie aussi de cela? Des Michons Non, hein?
Non, 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 non. Modiano, il y a des histoires, mais il y a une manière de raconter, il y a une génération quand il raconte. Et puis, j'aime les auteurs qui ont un projet littéraire. Par exemple, Annie Ernaux, par exemple, Modiano. Je trouve qu'il y a un projet littéraire. Alors après, on peut l'admettre ou pas, l'aimer ou pas, mais il y a quelque chose qui est un moteur d'écriture. Quand vous lisez, par exemple, l'écriture au couteau de Annie Ernaux, eh bien, elle pose d'entrée ses enjeux littéraires. Et moi, dès qu'un auteur dit je vais m'y prendre comme ça pour écrire ce que je veux écrire, je suis déjà à moitié convaincu. Par exemple, en Corée, il y a une jeune écrivaine qui s'appelle Pion Hye-yang. On a publié 2 textes d'elle. Iki en a publié un autre. C'est une auteure qui aborde beaucoup les questions de déstructuration de la ville. La ville est un danger pour elle et la ville est parcourue de multiples aventures sanglantes, sanguinolentes, etc. J'aime pas ça du tout, mais c'est un projet. C'est un projet littéraire. Alors, à partir du moment où c'est un projet littéraire, j'accorde de l'intérêt. Quand j'aime pas, je passe à autre chose, évidemment. C'est-à-dire, il y a l'idée, j'ai une idée probablement trop noble, voire idéaliste de la littérature. Et je pense que la littérature nous sauvera de la barbarie. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas lire les littératures qui, pour moi, sont des littératures barbares parce que le style n'est pas respecté, parce qu'il n'y a pas un effort de l'écrivain, parce qu'il n'a pas joué sa chemise. Des inventeurs d'histoire, j'en connais des tonnes, et puis des bons, et puis il y en a qui vendent beaucoup. Les auteurs qui jouent chaque fois leur vie sur un texte, dont on les a cités quelques-uns tout à l'heure, je suis immédiatement disponible à ça. Pour la raison selon laquelle, de mon point de vue, c'est ce qui nous reste de plus cher, la littérature. Fanny, pardon, je t'ai coupé. Ouais. Oui, non, c'est que si j'ai bien pris au vol ce que vous avez glissé subrepticement, c'est que vous écrivez aussi, non, Jean-Claude? Oui, oui, oui. L'universitaire a quasiment l'obligation d'écrire. Maintenant, je suis à la retraite depuis quelque temps, j'ai donc un peu plus de temps et j'ai sorti, enfin, il y a un livre terminé et un autre livre qui est quasiment terminé, qui paraîtra également l'année prochaine. Chez Descrescenzo? Pas de fiction. Il faut demander aux éditeurs. Là. Oui, chez nous. Enfin, s'il accepte de nous vendre le second. Ou de nous donner, on va négocier. mais pas de fiction, c'est de la critique littéraire. D'accord. Sandra? Oui, c'était une question plus à nouveau sur la culture coréenne. Je voulais rebondir, Jean-Claude, sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez j'étais assez surprise des musées en Corée sur les œuvres elles-mêmes. C'est vrai qu'en Occident, on a tendance quand même souvent à adapter les romans. Alors là, pour le coup, qui racontent des histoires pour le cinéma. Il y a beaucoup d'adaptations au cinéma de romans racontant une histoire. Est-ce qu'en Corée, le cinéma se saisit de la littérature également? Et à quel niveau? Et est-ce que peut-être dans vos ouvrages que vous avez publiés, est-ce que ça a été le cas de certains d'entre eux? Franck et Julien peuvent répondre à cette question pour Les Nuits de 7 ans, par exemple. Oui. Que nous avons publié qui s'appelle Les Nuits de 7 ans, qui est vraiment un bon texte pour le coup, pour ceux qui aiment les histoires bien racontées. C'est un bon texte et il en est sorti ou va sortir, je ne me rappelle plus. Il est sorti l'année dernière. Alors, les rapports entre cinéma et littérature en Corée sont des rapports assez étroits. Le cinéma coréen, on le connaît, hein, il a une qualité vraiment exceptionnelle. On a failli publier le scénario d'ailleurs d'un film qui a cassé la baraque en Corée qui s'appelle Dernier trait de Busan. Il y a des auteurs qui ont été également auparavant écrivains. C'est le cas de Lee Chandong en français. Dont le dernier film était, j'ai oublié le titre, qui est sorti, un film intéressant, et qui était d'abord écrivain de scénario,
Et puis ensuite, écrivain tout court, il a publié au Seuil, par exemple, un livre qui s'appelle Nocturne. Donc, ils ont des rapports assez étroits de ce point de vue. Il est vrai que le cinéma coréen écrante un peu la littérature coréenne parce qu'il a une puissance mondiale désormais qui est et une réputation qui n'est plus à faire. Et donc, inévitablement, par la magie du cinéma, on a plutôt tendance à aller voir le film qu'à revenir sur le livre. J'avoue que moi-même, je pratique un peu comme ça. Quand on a vu le film, c'est difficile d'aller de revenir vers le livre, si j'ose dire. Voilà, si je peux répondre à la question, à votre question. C'était Burning, le film. Burning, oui. Burning. Et alors, j'ai peut-être une dernière question. Je pense que personne n'a deux questions, mais c'est sur le format poche. Beaucoup d'éditeurs nous disent on donne les droits. On donne les droits à d'autres éditeurs. D'autres font le choix d'avoir le format poche chez eux. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue de vendre les droits directement aux éditeurs de poche Oui. pour avoir de la trésorerie, évidemment, plus facile? Alors, c'est une réflexion qu'on a eue et en même temps, c'est une réflexion qu'on a eue assez tard. Parce que tout simplement, au tout début, n'étant pas juriste, on ne savait pas qu'on achetait individuellement un droit EPUB ou un droit poche ou un droit broché. Nous, on croyait qu'on achetait l'intégralité d'une œuvre indépendamment de tout ce qui peut être merchandising ou droit dérivé comme le cinéma. Et donc, on a appris avec le temps que quand on faisait une offre, il fallait bien stipuler quel type de support on voulait. Donc, dans un premier temps, quand on a eu des demandes, notamment pour Les Nuits de 7 ans ou pour Paramipundakara, donc Par le vent se lève de Hangan, où on a eu des demandes pour des propositions de droit, du livre de poche ou de points, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne les avait pas, ces droits-là, et que donc, on ne pouvait rien en faire. Donc, maintenant, on les a. On a songé dans un temps à les vendre, mais encore faut-il qu'il y ait la manifestation d'un intérêt. Et ce n'est pas toujours forcément le cas parce que les brochés ne sont pas des best-sellers, justement. Et on sait quand même les grands éditeurs de livres de poche se concentrent bien souvent sur des œuvres qui ont eu au moins un micro-succès en brochet. Même sur Génération B? Alors, Génération B, on n'a pas eu de proposition pour l'instant. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un minimum d'une année pour la mise en vente d'un format poche et l'antériorité du brochet. Donc, il faut au moins un an d'écart entre le format poche et le format brochet. Pour l'instant, on n'a pas eu de contact. Nous, on a les droits maintenant du format poche. On a appris notre leçon. Mais on a voulu, on avait vraiment cette intention d'exister dans la librairie, dans ces rayons poche, auprès desquels on ne pouvait pas être présent. Parce que quand on est cantonné au rayon Asie, et s'il y a des libraires parmi vous, on sait que le rayon Asie, il est bien souvent ou très en bas dans l'étagère de l'étage ou très en haut dans aussi l'étagère de l'étage. On sait que c'est quand même compliqué d'exister, de paraître. Donc, quand on est sur table, on est content. Quand on est sur table une semaine, 2 semaines, on est encore plus content. Mais quand on est dans le rayon poche, on a une seconde chance de pouvoir exister. Donc, on a voulu posséder notre propre marque de poche sans s'interdire nous-mêmes la possibilité d'aller acheter des droits français, brésiliens, américains ou autres chez d'autres éditeurs. Mais ça s'est pas encore fait. D'accord. Alors, si personne n'a plus de questions, il est temps de vous remercier tous les trois de votre temps, de votre accueil. Merci infiniment à tous les trois. C'était passionnant et on a adoré ce petit passage en coréen, évidemment. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et de votre gentillesse. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.